Le 11-12 en Auvergne, Laurent Cioveau. L'équipe de RCF en Auvergne en direct du sommet de l'élevage. Bonjour et bienvenue au cœur de cette plus grande ferme de France. Nous avons pris place jusqu'à aujourd'hui sur le plateau de TV. J'en profite pour saluer l'équipe de TV Agri et puis également Vincent Revelard pour tout l'aspect technique. Alors, durant ces prochaines minutes, nous allons nous intéresser au concours des fermiers d'or dont le palmarès est dévoilé en ce moment où nous nous parlons. Un concours de produits fermiers réservé aux agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous irons découvrir ce qui se cache dans nos assiettes et notamment aujourd'hui au niveau des salaisons d'Auvergne, jambon et saucisson sec. Pauline Garcia, l'ambassadrice de ce sommet, viendra nous rejoindre dans quelques minutes. Ambassadrice, mais également éleveuse et influenceuse. Elle nous dira tout dans une vingtaine de minutes. Et à 11h30, nous nous intéresserons à l'âne bourbonnais. Voilà donc juste un petit aperçu de ce qui vous attend. Je ne peux que vous inviter donc à rester en notre compagnie. Et je l'évoquais précédemment, chaque année, le sommet de l'élevage met à l'honneur les produits fermiers à travers le concours des fermiers d'or. Bonjour Alain Marty. Prenez un micro. Voilà. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ces fermiers d'or. Alors, c'est une initiative de la Chambre d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je le disais, au moment où nous nous parlons, la remise des prix a lieu dans le hall d'accueil de ce sommet. Tout à fait. C'est à l'entrée du salon, du sommet de l'élevage. Aujourd'hui, les produits laitiers et demain, tous les autres produits, parce que ce concours qui est donc réservé aux producteurs fermiers et à eux seuls permet de distinguer les meilleurs produits fermiers de la région. Mais produits fermiers, c'est des produits laitiers, c'est aussi des charcuteries, c'est des poulets, c'est toute une série de produits carnés, c'est des miels, c'est des produits innovants. La productrice que nous avons, qui nous accompagne ce matin a été primée pour des produits innovants ou des desserts. Voilà. Donc toute une gamme de produits. C'est vraiment la vitrine des savoir-faire au niveau de notre belle région. Absolument, les savoir-faire, j'allais dire traditionnels, puisque les producteurs fermiers sont dépositaires d'un savoir-faire qu'ils ont hérité de leurs parents, de leurs grands-parents, mais en même temps, ils innovent en permanence pour proposer de nouvelles recettes aux consommateurs qui sont avides de produits locaux, de produits authentiques, mais qui souhaitent aussi trouver des produits qui suivent l'évolution des goûts. Alain Marty, il faut quand même nous parler de ce qui se passe en amont de la remise des prix, parce qu'il y a un jury avec une certaine particularité au niveau de ce jury. Racontez-nous. Tout à fait, c'est un jury qui est composé de consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'au final, c'est quand même le consommateur qui décide ou pas d'acheter des produits. Et donc, il nous est apparu que pour donner tout son sens à ce concours de produits fermiers, le mieux était de faire évaluer les produits par des jurys qui soient des consommateurs. Alors l'édition 2023 est, j'imagine, une belle édition. Vraiment, les producteurs jouent le jeu, ont envie de participer justement à ces fermiers d'or, d'obtenir un prix. Oui, alors les producteurs sont de plus en plus nombreux à participer. Cette année, ils étaient 200 des 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont présenté 400 produits. On a eu besoin de plus de 260 jurés pour déguster tout ça. Et ce qui motive effectivement les producteurs, c'est bien sûr de participer à un concours et donc éventuellement d'obtenir une récompense, une médaille, parce qu'on sait bien que les médailles dans les rayons des commerces, c'est un puissant levier commercial, mais c'est aussi de pouvoir se comparer entre eux et de pouvoir surtout avoir l'avis, le retour des consommateurs. Parce que tout à l'heure, je parlais du jury composé de consommateurs, mais ces consommateurs sont encadrés et on les aide à rédiger un commentaire et tous les producteurs, qu'ils soient primés ou non, reçoivent ensuite les commentaires du jury. Alors Alain Marty, Caroline Revenot, qui est juste à nos côtés, fait partie du palmarès de cette édition 2023. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors vous représentez le GAEC de Darn, vous êtes installé en Haute-Loire, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui vous a décidé justement à participer à ce concours, à ces fermiers d'or? Alors, ça a été une toute première pour moi cette année, parce que je reprends une activité qui était déjà existante, que j'essaye de développer. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer un concours. Et je suis partie avec la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, donc ma région, pour tenter l'expérience des fermiers d'or. Et vous avez obtenu donc un premier prix. Félicitations pour Merci. votre... oui.
Vous avez obtenu au moins un premier prix pour votre yaourt, pour votre dessert lacté à base de châtaigne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On l'a face à nous parce que Oui, vous êtes venu avec il différents est là. produits. C'est celui-là. Comment vous est venue l'idée justement d'associer deux yaourts à de la châtaigne? Alors le yaourt à la châtaigne, c'est l'un des produits phares que l'exploitation qui en faisait déjà, que j'ai repris, vendait le plus. Et c'est vrai que c'est de la châtaigne AOP d'Ardèche qu'on utilise. Et moi, c'est l'un des produits que j'aime beaucoup. Mais comment on se lève un matin et on se dit, si j'essayais d'associer le yaourt à la châtaigne, comment ça s'est passé dans ce cas-là? Parce que vous aimez innover, vous aimez réfléchir, vous aimez, entre guillemets, inventer de nouveaux produits pour séduire la clientèle, séduire les consommateurs. On cherche à séduire les consommateurs pour qu'ils aient plaisir, on va dire, à manger un yaourt avec plusieurs saveurs différentes. Après, la crème de marron en Haute-Loire, Ardèche, c'est vraiment quelque chose de local et un peu du terroir qu'on aime aussi présenter. Et je pense que c'est le côté que les consommateurs ont noté, je pense. Alors, vous avez séduit les consommateurs, mais vous avez également séduit donc le jury de ces fermiers d'or, puisque vous remportez un premier prix. Vous pensez que justement obtenir un premier prix sur ces concours, ça va vous aider à développer votre activité, ça va vous aider au niveau vente? Alors honnêtement, j'espère. Après aujourd'hui, encore une fois, c'est toute une première pour moi, donc je vais me laisser porter avec le temps. Justement, Alain Marty, obtenir, comme actuellement Caroline Revenot, obtenir un fermier d'or, vraiment, ça booste l'activité. Qu'est-ce que vous disent ceux qui ont déjà reçu un fermier d'or? Alors déjà, on leur propose les médailles qui permettent de signaler aux consommateurs que le produit a été primé, donc soit un premier prix, soit un deuxième prix, soit un troisième prix. Et ces médailles, on sait que c'est vraiment un vrai levier commercial pour augmenter les ventes et faire connaître le produit aussi bien auprès des consommateurs qu'auprès des revendeurs. Et la Chambre d'agriculture, donc Auvergne-Rhône-Alpes, joue vraiment le jeu pour mettre en avant tous les produits qui sont primés? Alors, au travers des médailles et ensuite au travers de toute une série d'actions de communication qu'on fait notamment sur le Facebook du concours Fermier d'Or pour communiquer et valoriser les lauréats de l'édition qui vient de se terminer. Alors, Caroline Revenot, si vous avez obtenu ce premier prix grâce à votre yaourt à la châtaigne, il y a bien d'autres gammes. Parlez-nous un peu de la gamme que vous avez face à vous, que vous avez amenée sur ce plateau. Alors j'ai une gamme relativement large. Aujourd'hui, j'ai 26 parfums différents en préparation de fruits. Donc, comme le yaourt à la châtaigne, c'est un brassé à la châtaigne. Et après, j'ai aussi des aromatisés. Donc là, c'est juste du lait avec du sucre et des arômes naturels. Et après, je fais des crèmes dessert, du fromage blanc, des faisselles, de la glace, de la confiture de lait. Donc j'ai un palmarès assez grand. Et le lait provient de votre exploitation, provient du GAEC de Darn, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le lait de nos vaches. Donc tout le lait est valorisé en dessert, en yaourt? Alors pas tout le lait, une partie. Aujourd'hui, je transforme 20 000 litres de lait. Alors produire des yaourts, produire des desserts lactés, ok, mais après il faut savoir se faire connaître, il faut savoir avancer, séduire une clientèle. Comment ça s'est passé justement pour vous? Alors pour moi, encore une fois, c'est une reprise. Donc j'ai eu déjà les clients de mon ancienne personne, Roland et Evelyne Galtier, où ils ont bien joué le jeu, ils ont bien voulu continuer de travailler avec moi. Donc j'ai réussi à avoir au moins cette clientèle-là. Et aujourd'hui, je cherche justement à me développer dans d'autres marchés. Et c'est pas évident à acquérir toute seule, quoi. Et alors, est-ce que vous avez déjà une petite idée d'où vous allez accrocher, mettre justement votre diplôme tout à l'heure, ce premier prix, ce fermier d'or? Vous avez déjà une petite idée au sein de votre exploitation? Ah oui, je le mettrai au laboratoire, là où j'ai les gens qui peuvent acheter les yaourts quand ils veulent à la ferme. Et sur les marchés aussi, je serais très fière de pouvoir l'exposer. Ça sera une motivation pour vous également, pour vos clients, justement, à acheter, découvrir vos produits. Alors, vous parlez d'acheter, de découvrir vos produits. Justement, vous vendez où? Où on peut les retrouver? Où on peut retrouver cette gamme au plaisir de nos montagnes? Alors aujourd'hui, je suis présente uniquement sur le territoire de la Haute-Loire, de Brioude, à la crèmerie brivadoise, au Hall d'égout à Chasse-Puzac. Voilà, et bien un grand merci d'être venu jusqu'à nous, Caroline Revenot et Alain Marty. Bonne continuation. Je vais vous libérer parce qu'actuellement a lieu la remise des prix ici même au sommet de l'élevage, dans le hall d'accueil de ce sommet de l'élevage. Merci encore, félicitations
Et Merci. après, justement, les desserts lactés, eh bien, dans quelques minutes, nous nous intéresserons aux salaisons d'Auvergne. Mais pour l'instant, eh bien, on marque une petite pause en compagnie de Louane qui nous interprète Pardonne-moi. Louane sur RCF en Auvergne. Il est 11 heures passées de 13 minutes. Bien, je vous invite tout simplement à venir nous rejoindre dans le hall numéro 3, le hall réservé aux bovins. Nous sommes entourés de vaches limousines et de taureaux limousins parce que ce sont les races qui sont mises à l'honneur, notamment dans le concours national cette année pour cette 32e édition. Alors, je le disais hier pendant ce direct, 100 000 visiteurs sont attendus durant ces 4 jours avec comme pays d'honneur la Géorgie pour cette 32e édition. Ces chiffres montrent vraiment l'importance de cette manifestation. Cédric Bonnefoy, bonjour. Bonjour Laurent et bonjour à tous. On vous retrouve. Alors hier, vous nous avez parlé de Saint-Nectaire et aujourd'hui, eh bien, vous souhaitez nous parler de salaisons d'Auvergne, de jambon sec, de saucisson sec et vous êtes en compagnie de Sophie Lucas qui est la présidente du consortium des salaisons d'Auvergne. Bonjour Sophie Lucas. Bonjour. Alors on va parler avec vous des prix. Comment sont fabriqués les prix d'un saucisson et du jambon d'Auvergne qui sont des produits emblématiques ici au sommet de l'élevage. On va commencer peut-être par le saucisson. Comment est fabriqué son prix ? Alors sur nos produits donc, de salaison sèche, ce qui représente la plus grosse partie du coût de revient et donc du prix de vente, c'est la viande de porc. Alors il faut se dire aussi que comme on est sur des salaisons sèches, par exemple pour fabriquer un saucisson de 250 grammes, à la base on a utilisé 400 grammes de viande puisque derrière il y a un rendement de sèche. On va laisser notre produit pendant 5 semaines sécher tranquillement, mais du coup il va perdre beaucoup de poids et ça a un gros impact sur le prix. Donc concernant les saucissons secs, on peut dire que la viande représente, selon les produits, 65-70% du coût de revient. Donc c'est un impact très très fort. Et alors justement sur les 30% qui restent, comment c'est composé ? Alors les 30% qui restent, eh bien, la plus grosse partie c'est les frais de personnel tout simplement. Les personnes qui vont, qui vont participer à la fabrication du produit,
Puis viennent les frais énergétiques. Bon, tout le monde en a entendu parler. Il y a eu quelques augmentations ces derniers mois sur la partie énergie, donc ça impacte fortement notre activité. Et enfin, tout ce qui est logistique, transport et emballage. Et alors justement, quand on parle d'un saucisson, il y a donc la viande qui représente un coût important. Comment vous essayez de maîtriser les coûts aussi de cette viande? Alors maîtriser les coûts, c'est difficile parce que typiquement, si on compare le prix du porc aujourd'hui versus janvier 2022, il y a plus 60% d'augmentation. Donc c'est énorme. Mais ça s'explique aussi parce que les éleveurs ont justement subi de très grosses augmentations sur l'énergie. Parce que le porc est un animal frileux, donc il a besoin de chaleur, et sur l'alimentation, sur la partie céréales. Donc la maîtrise, le porc, il est coté à Rungis avec un prix de marché. Voilà, il y a aussi le jeu de l'offre et de la demande, on ne peut pas faire grand-chose à vrai dire. Du coup, ça vous impacte forcément. Pour avoir une idée, quel est un petit peu le prix de revient d'un saucisson? Produire un saucisson, ça vous coûte combien pour avoir une fourchette, hein, pas précisément? Pour avoir une fourchette, il y a des très grosses variables en fonction de la qualité du produit, hein, bien sûr. Mais si je parle d'un produit type saucisson sec d'Auvergne, c'est un produit qui revient à peu près à 10 € du kilo. Donc c'est sûr que c'est un prix qui est assez élevé. On sait aujourd'hui que les consommateurs ont besoin de faire des arbitrages, hein, notamment sur les achats alimentaires. Mais bon voilà, si on veut un produit de qualité, fabriqué avec du porc français, peut-être qu'on doit en manger un peu moins souvent, mais se faire plaisir avec de la charcuterie d'Auvergne. Parce que justement, votre saucisson, donc, il y a soit du label rouge, soit du IGP, l'indication géographique protégée. Tout à fait. Et ça a un coût. Ça a un coût parce que ces appellations, derrière, il y a des cahiers des charges qui sont contraignants. Donc sur l'élevage, sur l'alimentation des porcs, sur les temps de croissance des animaux. Et après, sur la transformation du produit en lui-même, c'est pas un produit qu'on va bâcler, sécher en 2 semaines, qui du coup n'aura pas de goût, pas de parfum. Et tout ça, ça coûte un peu d'argent. Mais c'est aussi le gage d'un produit de qualité. On ne peut pas avoir un produit premier prix et les exigences gustatives d'un produit de qualité. Pour avoir une idée, le fait de produire un produit qui est IGP ou label rouge, ça rajoute combien sur le prix au kilo par exemple? Est-ce qu'on a une idée ou est-ce que c'est difficile encore à quantifier? Oui, alors c'est pas juste le fait que la viande soit label rouge, mais par exemple quand on parle de la catégorie saucisson sec, les produits qui ont des prix d'accès plus intéressants, c'est des produits aussi qui sont en boyau artificiel. Boyau artificiel, c'est du plastique. Ça a une cadence de production beaucoup plus importante qu'un produit sous IGP ou label rouge qui est en boyau naturel. Donc ça, vite, ça peut rajouter 50%, 50% du prix de revient. À ce point-là? Oui, c'est des différences qui sont très importantes. Il y a aussi évidemment la partie négociation avec la grande distribution, c'est un peu le passage obligé. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que vous essayez d'augmenter le prix, eux de le baisser. Comment ça se passe? Oui, c'est sûr que c'est compliqué. En plus, il y a des annonces gouvernementales qui laissent entendre qu'il faut que les fournisseurs aillent baisser les prix. Mais c'est vrai qu'il y a des situations très différentes. Comme je le disais, nous sur le porc, si on compare les prix de janvier 2022, on a plus 60. Donc on a beau faire tous les efforts qu'on veut, il faut quand même qu'on reste sur des niveaux de prix importants. Mais la grande distribution sait aussi qu'elle doit faire attention parce qu'avec des produits comme les nôtres, en augmentant trop les prix, il va y avoir une forte baisse des ventes et ce n'est pas dans leur intérêt non plus. Donc voilà, c'est un savant mélange de faire passer les hausses pour ne pas qu'il y ait de mise en péril des entreprises, mais qu'il continue à y avoir quand même des ventes sur le terrain. Parce que justement, vous disiez tout à l'heure, 10 € le kilo à produire. Avec la grande surface, vous le négociez à quoi? 11, 12, un peu plus, un peu moins? Oui, sur les produits de charcuterie, il y a effectivement souvent quelques dizaines de centimes d'euros du kilo de marge. Donc c'est exactement ça. Parce que justement, vous le disiez, il y a très peu de marge. Donc oui. Ça veut dire qu'il faut aussi en vendre beaucoup pour être rentable. Il faut en vendre beaucoup. Alors après, on peut avoir des systèmes de vente parallèles. Moi, je parle pour le cas de mon entreprise. C'est vrai qu'on est une entreprise assez grosse. Donc notre principal débouché, c'est la grande distribution. Mais on a des acteurs au sein du consortium des salaisons d'Auvergne qui font de la vente directe, qui ont des boutiques adossées à leur lieu de fabrication. Donc ça peut être aussi une solution pour avoir une meilleure valorisation de ces produits. Et ça veut dire aussi peut-être que les prix sont un peu moins chers qu'en grande surface, forcément? Oui, ils sont un peu moins chers. C'est vrai que le rayon de la charcuterie en grande surface est un rayon sur lequel la grande distribution a une certaine marge, si on le compare à d'autres rayons. Donc c'est vrai que le fait d'acheter localement un producteur, ça permet d'avoir des prix un petit peu plus réduits et puis d'avoir une sécurité sur l'approvisionnement. On sait que ça a été fabriqué sur place. Et alors justement sur le jambon d'Auvergne, est-ce que le gap en fait des prix, la différence des prix, elle est à peu près similaire? Comment est construit le prix d'un jambon d'Auvergne? Alors jambon d'Auvergne, on a quelques pourcentages de plus. La viande de porc représente à peu près 70% du coût de revient du produit. Et puis là, il va y avoir des différences, surtout par rapport à l'origine de la matière première en fait. Parce que sur un jambon, grosso modo, un jambon, c'est du jambon, du sel et du temps pour le laisser affiner tranquillement.
Et du coup, c'est vrai que si on a des consommateurs qui sont avertis et qui veulent faire attention aux filières, privilégier vraiment la viande de porc française. C'est vrai que ça peut être un peu plus cher, mais c'est aussi un gage de qualité, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence sur le prix en fait. Et sur le prix de revient d'un jambon d'Auvergne, là on n'est plus à 10 euros, on est un peu plus, un peu Ouais, moins. on est plutôt autour de 15 euros du kilo. Ouais. Et ça justement, là aussi vous avez pris 60% entre guillemets en un an. Oui, plus le rendement, parce que encore un jambon c'est pire en fait qu'un saucisson sec. Ça sèche encore plus longtemps. Donc au niveau de la mise en œuvre, vraiment le jambon qu'on a mis au sel, on perd carrément 40% du poids. Donc l'effet prix est encore multiplié par ces rendements de sèche. Donc c'est vrai que on aboutit à des hausses qui sont assez conséquentes. Même si on essaye de faire des efforts, comme je le disais, pour rester sur des prix qui restent acceptables pour le consommateur. Si nous, on ne veut pas de l'autre côté perdre de l'argent, on est obligé de faire passer un certain montant d'augmentation. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Sophie Lica de nous avoir expliqué les prix du saucisson et du jambon d'Auvergne. Là, vous m'avez mis vraiment en appétit tous les deux, rien de tel qu'à à 11h20, une petite tranche de saucisson ou une tranche de jambon sec d'Auvergne, bien sûr. J'ai bien saisi les différents mots, l'importance de ces mots. Voilà, nous sommes en direct du sommet de l'élevage, en direct jusqu'à 12h30. On marque une petite pause avec Annie Lalalove Isitso et je vous retrouve juste après avec Pauline Garcia, qui est éleveuse, mais qui est surtout l'ambassadrice de ce sommet de l'élevage. A tout de suite. Élevage en direct de cette 32e édition et vient de me rejoindre sur le plateau TV Pauline Garcia. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ambassadrice de cette alors je suis pas toute seule, 32e édition. Ça veut dire quoi justement ambassadrice? Racontez-nous. Alors ambassadrice digitale, c'est-à-dire qu'on représente un petit peu la génération qui vulgarise et qui communique sur les réseaux sociaux, qui communique sur l'agriculture de manière générale. Alors ça peut être quand on est en élevage, ça peut être tous les types de production. Alors je ne sais pas par quelle facette commencer vous concernant parce que vous êtes éleveuse. Oui.
influenceuse, Oui, ambassadrice, oui, auteur. oui, Vous êtes passionnée également par le comportementaliste animalier, tout c'est à bien fait. ça? Oui, je suis formatrice, oui. Et vous arrivez quand même à trouver du temps pour être aussi maman, car vous avez vous avez un petit garçon de 3 ans. Oui, tout à fait. Mais comment faites-vous? Comment vous organisez? Je suis très bien entourée. J'ai beaucoup de personnes qui sont valorisantes et qui m'élèvent vers le haut et qui m'aident, qui me comprennent dans ma passion. Aussi bien mon associé sur la ferme que ma famille qui me soutient et qui est là pour, en cas d'absence pour s'occuper de mon fils. Donc oui, je suis très bien entourée et puis je m'équipe de professionnels très compétents également. Voilà, on peut le dire, il y a de l'ambiance et tout autour du plateau. Oui. Là, on entend la cornemuse. Elle vient de pas très très loin, mais voilà, Ouais, c'est c'est ça ça. aussi l'ambiance C'est le sommet, hein. du sommet. Alors, vous n'avez pas toujours été éleveuse, Non. sans dévoiler un secret. Vous êtes nîmoise d'origine, Oui, c'est ça? Alors, à comment fait. on se retrouve de Nîmes dans le Cantal éleveuse? Alors Nîmes avec un épisode de Paris pendant 10 ans. J'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Et comment on se retrouve en réfléchissant à sa vie, en voulant se reconvertir et en se rapprochant de sa passion. Alors, parlez-nous justement, présentez un petit peu à nos auditeurs votre exploitation. Mon exploitation, donc vache allaitante. Donc on élève avec mon associé des salaires et des aubracs. On est dans le Cantal. Je suis installée depuis 2015. On a une centaine de mères. Alors, je parlais tout à l'heure de comportementaliste animalière. Ça consiste en quoi? C'est le bien-être animal vraiment qui vous intéresse, qui vous passionne? Oui, tout à fait. Alors moi, donc j'ai un bagage scientifique, j'ai fait des études scientifiques pour mieux comprendre le comportement des animaux. Et donc je fais la traductrice sur le terrain auprès de mes éleveurs dans des formations ou sur les réseaux sociaux. Je fais le trait d'union entre la science et le terrain. Alors justement, vous êtes également influenceuse, ça nécessite de passer beaucoup de temps, vous passez beaucoup de temps chaque Oui. jour justement sur les réseaux sociaux, sur Oui. tous les réseaux sociaux. Oui, ça demande du temps, mais je le chronomètre parce que ça peut être assez chronophage et on peut se laisser envahir facilement en scrollant et en regardant des vidéos parfois qui ont des contenus assez creux. Donc il faut savoir se raisonner et se chronométrer pour pas trop se perdre sur les réseaux. Et là, quelle est votre dernière publication, votre dernier post? Ça a été sur Instagram parce que juste avant j'ai fait un plateau avec France 3 Oui. et donc j'ai fait un plateau, j'ai fait une photo pour me dire qu'on pourrait me retrouver sur France 3. J'imagine qu'ici, c'est une source d'inspiration pour vous. Ah bah c'est parfait, il y a de quoi faire des posts toutes les 10 minutes là. Vous êtes une habituée de ce sommet de l'élevage, vous êtes déjà venu auparavant? Oui, oh oui, bah j'habite pas très loin, je suis à 1 heure du sommet. Donc depuis que je suis installée, et même déjà avant, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je viens chaque année. Et chaque année, le sommet prend une envergure, une tournure complètement différente, notamment beaucoup porté sur le digital. Alors Pauline Garcia, en parlant d'agriculture, vous aimez parler d'agriculture positive. Oui. Ça veut dire quoi, agriculture positive pour vous? Alors pour moi, c'est prendre conscience Enfin, j'aime bien l'appeler l'agriculture positive de pleine conscience, c'est-à-dire prendre conscience, notamment avec les animaux, de la relation que j'installe au quotidien. Et donc cette relation, est-ce qu'elle est basée sur du positif ou du négatif? Parce que c'est vrai que tous les jours, on est amené, en tout cas très régulièrement, à faire des soins aux animaux pour leur santé. Mais ça peut être perçu de manière négative par l'animal, alors que c'est censé améliorer son bien-être. Donc il faut contrebalancer ces actions négatives par des actions positives, comme des grattages ou des distributions alimentaires au bon moment, pour maintenir une relation positive tout au long de la vie entre l'homme et l'animal. En quoi c'est important justement cette présence pour vous, pour le monde agricole, sur les réseaux sociaux? Alors moi en plus je suis une petite niche, hein, c'est le bien-être, vulgarisation scientifique, de l'éthologie. Alors c'est une discipline qui n'est pas toujours connue. Pour moi c'est fondamental d'en parler. Et donc je me sers, c'est une véritable vitrine les réseaux sociaux, si c'est bien utilisé, et il faut bien pour savoir bien s'en servir. Et au fil des années, au fil des mois, vous avez su développer, Pauline Garcia, toute une communauté Oui. justement qui vous suit? Oui, et notamment à travers mes livres. Et donc là, j'ai des espaces dédiés sur l'espace digital où Oui. je vais pouvoir rencontrer mes abonnés et mes lecteurs. Je vais pouvoir dédicacer mes livres. Et justement, parlez-nous un petit peu de vos publications, profitons-en. Oui, bien sûr. Donc le premier livre qui est sorti en 2020, il porte sur le bien-être des bovins, mais avec un regard éthologique, donc basé sur des études vulgarisées. Et le deuxième livre qui est sorti cette année parle des concours bovins. Donc là, au sommet de l'élevage, on est vraiment ce livre se prête complètement à cet événement. Mais entre nous, il faudrait que vous me donniez vos secrets pour arriver à écrire, être éleveuse, comportementaliste animal, influenceuse. Alors je ne bois pas, je ne fume pas et je fais beaucoup de sport. Et vous dormez un petit peu?
et je dors. Eh bien, Et quand je dors pas, j'écris les livres. eh bien, un grand merci, Pauline Avec Garcia, d'être plaisir. venue jusqu'à nous. Bon sommet de l'élevage. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes une des ambassadrices donc, de ce sommet de l'élevage. Bonne continuation et merci encore. On se retrouve dans un instant sur RCF en Auvergne. Bonjour, c'est Elisabeth Fournery. Retrouvez-moi dans Parlez-moi de vous, l'émission où les invités se confient en toute simplicité. Enfance, études, parcours personnel et professionnel, ils partagent au micro ce qui a fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Parlez-moi de vous, c'est ce mercredi à 19h30 et en réécoute sur rcf.fr. Accompagner les parents dans leur quotidien de manière pratique et décomplexée, c'est ce que vous propose chaque semaine l'émission « Tu me remercieras plus tard ». Vincent Bellotti invite des parents, des experts et des personnalités à partager leurs expériences et leurs conseils dans la bonne humeur. Tu me remercieras plus tard, c'est chaque mercredi à 16h sur RCF et à la demande sur rcf.fr. Le 11-12 en Auvergne, l'invité. Alors ici, au sommet de l'élevage, on parle bovin, on parle ovin, mais on parle également équidé. Bonjour Natacha Moussu. Bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez pratiquement traversé toutes les allées de ce sommet. Vous êtes la présidente de l'Association française de l'âne bourbonnais. Pour vous, vraiment, ce sommet, au même titre que les bovins, c'est une belle vitrine pour faire connaître cette race. Oui, c'est une superbe vitrine, surtout que c'est le sommet auvergnat. Donc pour nous, on est une race locale, on est une race qui vient de l'Allier. Donc c'est l'endroit où on doit être aujourd'hui. Alors je dois vous le dire, quand on est face à un âne, et notamment un âne bourbonnais, on a un réflexe, on a envie de le prendre dans ses bras. Bah, évidemment. C'est naturel ? C'est naturel, c'est un animal qui est très proche de l'homme et très amitieux. Donc on a toujours envie de le câliner et il adore ça en plus. Donc. Et il le rend bien ? Il le rend bien, oui. Alors parlez-nous justement de cet âne bourbonnais. Donc le berceau est sur le département de l'Allier, mais on trouve cette race bien au-delà de ce département. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est une race qui est née en fait et qui a été reconnue par le ministère il n'y a que 21 ans. Le berceau de race, c'est l'Allier, c'est le Bourbonnais, la province bourbonnaise. Mais on retrouve à peu près partout en France des ânes bourbonnais. En fait, ça y est, ils commencent à parcourir notre beau pays. Et alors justement, qu'est-ce qui caractérise cet âne bourbonnais ? Quelles sont ses caractéristiques principales ? Alors, ses caractéristiques principales, c'est évidemment sa robe. Donc, il a une couleur baie, donc c'est marron chocolat. Sa taille également, c'est un âne de taille moyenne qui fait entre 1,18 m et 1,35 m. On a un âne qui a une ossature forte et une croix de Saint-André. Alors, ce qu'on appelle la croix de Saint-André, c'est cette fameuse raie du mulet plus foncée et bande qui descend sur l'épaule. Donc, voilà toutes ces caractéristiques. Et actuellement, donc, au niveau national, qu'en est-il au niveau du cheptel et au niveau du nombre d'éleveurs ? Alors, aujourd'hui, on est une des plus petites races d'ânes. C'est-à-dire qu'on a un cheptel de 300 animaux avec à peu près 50 ânesses actives, donc qui font des poulains régulièrement, et une vingtaine de naissances par an. Et vous, alors, comment vous êtes venu à l'âne bourbonnais, ou comment plutôt l'âne bourbonnais peut-être est venu à vous ? Oui, c'est un petit peu l'âne bourbonnais qui est venu à moi plus que moi. En fait, on avait des ânes donc, qui n'étaient pas des ânes de race, et on s'est installé dans la région, dans le berceau de race. Et donc pour nous, c'était une évidence de choisir cette race-là pour l'élevage. Pourquoi c'était une évidence ? Parce que c'est la préservation de nos races de territoire, donc c'est très important, enfin, c'est notre philosophie à nous en tant qu'éleveurs. C'est la race du lieu où on a décidé d'habiter, donc ça nous paraissait essentiel de la préserver. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que pour nous, c'est une race qui est hyper polyvalente. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les activités qu'un âne nous permet de faire avec l'âne bourbonnais. Il est ni trop grand, ni trop petit, il est costaud. Donc ça veut dire qu'on a la porte ouverte sur toutes les utilisations, on va dire, tant au niveau du maraîchage, tant
au niveau de la location d'ânes, de la randonnée, de l'attelage également, parce qu'il faut savoir que l'âne bourbonnais en fait est un des précurseurs du tourisme équestre et que quand l'âne a été abandonné dans nos fermes, finalement, on s'en est servi pour transporter les curistes dans les cures thermales type Vichy ou la Bourboule. Donc en fait, c'est un âne qui déjà était précurseur dans le tourisme. Et quand je me promène dans les allées de ce salon, notamment, j'ai vu des savons au lait d'ânesse. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une activité qui a tendance à se développer? Alors, en effet, c'est une activité qui a tendance, et puis elle me touche particulièrement puisque c'est notre activité sur la ferme. Donc, effectivement, c'est une activité qui se développe parce que c'est un superbe produit et qui mérite d'être transformé. Il n'y a pas d'équivalent, en fait, sur tous les autres produits cosmétiques. Natacha Moussu, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association française de l'âne bourbonnais. Il me semble d'ailleurs que l'association va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Ah, pas encore. Pas totalement, je suis peut-être mauvais en calcul, mais par contre, vous pouvez nous dire quelles sont les missions justement de votre association, quelles sont les missions que vous vous êtes fixées? Alors en fait, on est une association nationale de race et l'organisme de sélection. Donc en fait, notre mission principale, c'est de sauvegarder la race, de la promouvoir, d'aider les éleveurs en fait à faire une diversité génétique au sein de la race. Donc c'est toutes ces missions-là essentielles pour la préservation de la race qui nous est confiée. Mais vous nous disiez précédemment en petit cheptel, donc au niveau de cette race, mais est-ce que vous sentez qu'elle arrive à séduire de plus en plus d'éleveurs ou il y a encore du travail à faire de votre côté, du côté de votre association? Alors, il y a toujours du travail à faire. En fait, nous, notre grand problème, justement, c'est qu'on a un tout petit effectif et que bien souvent, on a plus de demandes que d'ânes, en fait, à fournir. Et du coup, les gens peuvent se tourner vers d'autres races par défaut de produits, en fait. Donc, le gros travail, c'est axé sur les naissances, également les reconnaissances à titre initial, puisqu'aujourd'hui, on retrouve encore des ânes typés bourbonnais qu'on peut reconnaître dans la race et les faire rentrer dans le studbook. Donc, c'est un moyen aussi de faire grossir notre effectif. Mais tout à l'heure, vous nous parlez justement de l'âne bourbonnais au niveau du maraîchage. Ça peut surprendre. Vous savez qu'on a souvent entendu parler de certains chevaux qui peuvent rentrer justement au niveau du maraîchage. Mais au niveau de l'âne, justement, comment ça se passe? Expliquez-nous comment on utilise un âne en maraîchage. Alors, en fait, l'âne, il va faire évidemment des plus petits travaux que le cheval de trait. Il ne va pas faire les gros travaux de labour, mais par contre, dans toute la partie jardinage et petit maraîchage, notamment sous les serres, c'est un outil extraordinaire parce qu'en fait, il a une démarche qui fait qu'il fait des plus petits sillons. Et du coup, sous les serres, les jardiniers, ils peuvent en faire plus de sillons avec un âne qu'avec un cheval. En plus, il est plus petit, donc il passe plus près des bords. Et j'imagine que ça permet de moins tasser la terre également? Et c'est moins lourd, effectivement. Un cheval de trait, ça peut être 1 tonne et un âne, c'est 300 kilos. Donc voilà, il n'y a pas de proportionnalité. Mais entre nous, je peux utiliser un âne en maraîchage, mais on dit que l'âne est têtu. Est-ce que c'est une réalité? En fait, c'est un peu une légende. L'âne, il n'est pas si têtu que ça. Il est surtout, c'est un animal qui est extrêmement réfléchi. Et ça vient de son comportement, en fait. C'est un animal qui est sédentaire et donc il fait très attention à son milieu, tout ce qui l'entoure. Donc face à un danger, en fait, plutôt que de courir, de fuir, eh ben, il va s'arrêter et il va analyser. Donc c'est là où nous, en tant qu'hommes, finalement, votre précédente interlocutrice a parlé d'éthologie. Ben voilà, on est pile poil là. Mettre à leur mesure et comprendre qu'ils ont besoin d'analyser le danger pour pouvoir avancer. Natacha Moussu, vous restez à mes côtés. On vous retrouve dans quelques minutes pour poursuivre cet entretien. Alors depuis ce sommet de l'élevage, nous parlons des principales filières d'un secteur qui compte sur la région avec de nombreux invités qui souvent sont il faut le dire, vraiment des passionnés et puis des invités passionnants. Mais parler de son travail, de son métier n'est pas toujours facile. Stéphane Longin, bonjour. Oui, bonjour Laurent. L'agribashing, je ne sais pas si on m'entend, voilà, ça marche L'agribashing, mieux oui, avec un micro. L'agribashing, c'est un mot qu'on entend très souvent ces derniers temps. Il revient quand on échange avec les agriculteurs qui, du coup, sont nombreux, malheureusement, aujourd'hui à préférer finalement éviter les journalistes plutôt que de se risquer au jeu de l'interview.
communiquer auprès de son métier, c'est pas quelque chose de simple, mais les choses vont peut-être changer. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Fabienne Demars et Claire Michel, parce que la Chambre d'agriculture de Haute-Loire se lance dans un projet. Alors c'est tout chaud. La dernière réunion de calage, Claire et Fabienne, s'est terminée hier après-midi. On parle d'un dispositif qui s'appelle Parlons Vrai. Alors quand on parle vrai, il faut prendre les micros en main. Je vais vous demander de le faire à toutes les deux. Parlons Vrai, c'est quoi? D'où ça vient cette idée? Alors on ne vous entend pas, ça va se mettre en route. C'est bon? Oui. Ça marche bien. Donc du coup, Parlons Vrai, on a décidé de rentrer dans cette démarche à la fin de communiquer sur le métier de l'agriculture pour parler sans tabou des problématiques générales, diverses et variées de l'agriculture. Et puis d'avoir un esprit de transparence et de pédagogie au niveau du grand public. Très clairement, aujourd'hui, la cible, c'est le grand public. Hein, c'est eux qui vont entendre ces messages portés par des agriculteurs. Mais la cible de ce dispositif, Parlons Vrai, c'est aussi ceux qui, comme vous, hein, vous êtes toutes les deux agricultrices, éleveuses sur le territoire de la Haute-Loire, membres du bureau de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, qui portent ce dispositif. Mais l'objectif, c'est de quoi? De désacraliser la prise de parole. Vous sentez qu'aujourd'hui, il y a besoin de rassurer toute une profession par rapport à ces thématiques-là? Oui, parce qu'on a l'habitude depuis quelques années en fait, de parler des agriculteurs, mais ce n'est pas les agriculteurs qui parlent des agriculteurs, c'est souvent des gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou voient rien du tout à l'agriculture. Vous parlez de nous, là? Non, pas forcément vous, mais bon, voilà, il y a quand même un public en général qui ne sait pas de quoi est fait l'agriculture en règle générale. De mieux que l'agriculteur puisse parler de son métier, de A à Z. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette façon de parler au public, et pas seulement au public lambda, c'est aussi aux écoles déjà. Il y a plusieurs volets finalement voilà, dans ce dispositif Parlons Vrai. 4 niveaux d'action. Vous pouvez peut-être nous présenter? Oui, donc du coup, au départ, Parlons Vrai, faut le dire, c'est une démarche au départ de la Haute-Savoie, de la Chambre d'agriculture, qu'on a repris. On a souhaité reprendre leur logo, en fait, un petit peu, pour essayer de rediscuter et d'en reparler. Donc sous forme soit de petits fascicules, de petites vidéos aussi qu'on va essayer de réaliser, et puis de faire des formations avec les professionnels pour accéder et discuter avec le grand public. Voilà, les former finalement à la prise de parole, choisir les bons mots, voilà, bien communiquer. C'est ça, oui, donc, parce qu'on n'est pas toujours formé à ce type de choses, donc quand on nous interroge, on ne sait pas trop quoi dire en fait, et là donc on va être formé et on saura parler positivement en fait. C'est le but de parler de notre métier positivement à toute personne qui puisse nous interroger sur ça. Alors du coup, je le disais, c'est tout chaud. Les dernières réunions de calage ont eu lieu hier après-midi, avant de venir ici au sommet de l'élevage à Cournon. L'objectif, c'est de former combien de personnes et d'ici quand? Eh ben, un maximum de personnes, et d'ici 6 mois, 1 an, qu'on puisse... mais le maximum de personnes, et les formations qui sont prévues en novembre et décembre sont complètes là. Déjà complètes, c'est-à-dire qu'il y a aussi une appétence, on tout sent. À fait. Tout à fait. Peut-être que toutes ces formations, par la suite, quand nos agriculteurs seront formés, participeront à plus de débats, plus intervenir avec les écoles. Avec des écoles, ça aussi c'est un objectif, c'est de recevoir un peu plus de jeunes demain. C'est quoi? C'est pour assurer la relève, c'est-à-dire trouver de futurs agriculteurs, ou pour communiquer auprès des consommateurs que sont aussi les jeunes? C'est surtout communiquer auprès du jeune public, parce qu'on s'aperçoit quand on va dans les écoles primaires faire des actions, en fait les jeunes ne savent rien de l'agriculture. Donc c'est aussi communiquer déjà avec les jeunes pour qu'ils puissent eux après parler d'agriculture à leurs parents. Et voilà, c'est toute une chaîne qu'il faut refaire de A à Z. Parler de l'agriculture positive, voilà. Et si on peut par la suite développer des vocations pour de jeunes agriculteurs, c'est le but aussi. Voilà, pour cela, il faut se renseigner auprès de la Chambre d'agriculture aujourd'hui de Haute-Loire. Ça fera peut-être
des envieux et pourquoi pas des dispositifs qui pourraient se développer sur la région Auvergne demain. C'est le souhait. Hein. Plus on en parlera et mieux ça sera. Donc c'est même au niveau national, si tout le monde peut développer cette forme de communication positive, ça sera bien. Dispositif Parlons Vrai. Voilà Laurent, ça se trouve l'année prochaine, ici même, au sommet de l'élevage, on aura peut-être les élèves de la première promo qui viendront essayer justement de mettre en œuvre ce parler positif et parler vrai au micro de RCF. On y sera évidemment. Avec grand plaisir, nous les inviterons sur ce plateau. Alors je reviens vers vous, Natacha Moussu. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association française de l'âne bourbonnais. Ce n'est pas trop difficile de laisser vos ânes durant 4 jours pour se consacrer à ce sommet? Alors, il faut savoir qu'à la ferme, il y a quelqu'un qui s'en occupe, donc je suis très rassurée. L'éleveur veille à ce que tout se passe bien quand je ne suis pas là. Quel est le nom de votre ferme? Et tout à l'heure, vous nous parlez justement des savons que vous élaborez, que vous fabriquez à base de lait d'ânesse. Alors, nous, notre ferme s'appelle l'Asinerie du Tremble et notre marque de savon, c'est Unane. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu tout à l'heure, on a parlé du maraîchage grâce à l'âne de Bourbonnais, on a parlé du lait d'ânesse, mais j'aimerais revenir aussi quelque chose qui j'ai l'impression a le vent en poupe, c'est la randonnée avec un âne, accompagné d'un âne. Vous le ressentez, ça aussi? Il y a beaucoup d'éleveurs qui se retournent vers cet aspect randonnée. Alors, depuis quelques années, ça revient en fait. Il y a eu une grande période, je dirais il y a 30 ans, où c'était à la mode. Et là, en fait, depuis 3-4 ans, on a vraiment le sentiment que randonner avec un âne, ça reprend un petit peu d'engouement chez nos touristes. Alors peut-être du fait du Covid, du coup, des vacances moins loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos petites montagnes françaises? Et effectivement, on a de plus en plus de loueurs d'ânes qui s'installent. C'est peut-être une motivation également quand on souhaite partir en randonnée avec ses enfants. S'il y a un âne, peut-être que ça passe mieux auprès de ses enfants. Ouais, c'est souvent un moteur en fait, l'âne dans nos randonnées. Alors déjà, il porte les bagages, donc c'est un certain confort pour le randonneur. Il peut également porter les enfants quand ils sont trop fatigués, mais c'est surtout les motiver, les aider à marcher à côté de lui. C'est toujours hyper intéressant quand on a des enfants. Et puis j'ai l'impression en vous écoutant que l'âne a beaucoup à nous apporter. Il apaise, il assagit tout simplement. Oui, une des activités d'ailleurs dont on n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle l'asinomédiation. Et donc c'est l'équivalent de l'équithérapie avec l'âne. Et effectivement, l'âne a vraiment la capacité de se mettre à notre niveau et d'écouter. Et donc ça marche super bien, notamment sur les autistes. C'est un super support de médiation et de thérapie. Et alors, Natacha Moussu, sur ce sommet de l'élevage, vous êtes venue avec combien d'ânes de race bourbonnaise? Alors, on a 6 ânes de race bourbonnaise. On en a un qui est en présentation, mais on a 5 ânes en fait qui tournent dans tout le salon pour faire ce qu'on appelle du piquetage. Donc, encore une activité, je vous l'ai dit, c'est un âne hyper polyvalent. Donc, on ramasse en fait les petits déchets qui traînent par terre et on les ramène aux grosses bennes. Alors, nous évoquions le berceau de cette race, donc le Bourbonnais, le département de l'Allier. Il faut quand même nous dire quelques mots sur le concours de la foire aux ânes de Brèze. C'est un grand rassemblement, ça. Alors, pour nous, pour notre race, c'est le concours national. Hein. Donc, tous les derniers week-ends d'août, on organise un grand concours pour juger le modèle et l'allure de nos animaux qui se présentent, mais également pour valoriser la partie travail. Donc on organise des concours d'utilisation en fait. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est ce qui nous permet de valoriser nos ânes, mais aussi de sélectionner les meilleurs représentants de la race. Et est-ce que justement, grâce à votre travail, grâce au travail de votre association, on peut dire que cette race est préservée? Ou elle reste encore un peu fragile? Alors, c'est une race qui reste extrêmement fragile, en fait, d'une part parce qu'on a peu d'éleveurs et donc peu de naissances. Ça, c'est une chose primordiale. Si on veut pérenniser la race, il faut qu'on ait plus de naissances. C'est une race qui reste également fragile parce qu'on a peu d'aide humaine pour nous aider à préserver cette race. Donc, on est souvent tout seul face à plein de problématiques.
Et en plus, on a des difficultés entre guillemets financières ou politiques, on ne sait pas trop dire en ce moment, mais on est dans une interrogation face au financement de nos concours. Et notre fédération qui gère toutes les races de territoire, donc ce n'est pas propre aux Bourbonnais, mais à toutes les races d'ânes, de chevaux de trait et de chevaux de territoire. On est un petit peu dans une situation difficile pour les organisateurs de concours. J'espère qu'on aura plus de réponses prochainement. Voilà, peut-être profiter de ce carrefour, qui est également un carrefour politique ici. Exactement, si on pouvait lancer un SOS, alors on le fait depuis quelques semaines, voire quelques mois, hein, lancer un petit SOS en disant débloquer la situation, parce qu'en fait on est un petit peu dans une impasse et on a besoin que ça se débloque pour avancer, pour nos races, pour toutes nos races. En attendant que ça se débloque, et bien sûr, je l'espère vivement, Natacha Moussu, on peut venir vous rencontrer et on peut venir découvrir ces ânes du Bourbonnais, donc ici même, sur le sommet de l'élevage, jusqu'à vendredi. Oui, ça sera avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Et vous vous trouvez donc à l'extérieur, il faut chercher un tout petit peu, mais il y a des plans qui sont très bien, très précis. Il suffit de chercher l'espace équidé, tout simplement. Voilà, tout simplement, ou alors de nous croiser dans les allées. Eh bien, un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Bon sommet de l'élevage. Et sur RCF en Auvergne, on se retrouve dans quelques minutes. Le temps d'écouter Jane avec ce titre The Fool. Et de nous rejoindre peut-être. Nous sommes en direct du sommet de l'élevage, en direct de cette 32e édition à la Grande Halle d'Auvergne. Alors pour cette 32e édition, il y a un mot qui revient souvent dans les allées, c'est le mot innovation, agriculture innovante. Voilà de quoi susciter votre curiosité. Cédric Bonnefoy, vous recevez sur ce plateau Manu Méo, responsable du réseau AgriÉchange. Bonjour Manu Méo. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, AgriÉchange, c'est une plateforme en ligne dédiée à l'échange de matériel agricole entre agriculteurs, mais pas que, on aura l'occasion d'y revenir. Finalement, comment ça se passe ? Alors, AgriÉchange sont des agriculteurs qui vont pouvoir se mettre en contact, qui peuvent avoir des besoins pour tester du matériel, qui ont du matériel en panne, qui peuvent rechercher aussi de la main-d'œuvre, de la matière première. En fait, toutes les informations qui sont référencées en ligne et qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Justement, c'est un peu un site de petites annonces entre agriculteurs. Exactement, sauf qu'ils ne vont pas forcément échanger réciproquement. On peut très bien avoir un agriculteur qui a besoin d'un travail de labour, par exemple. Son compte va être crédité à la hauteur qu'ils ont décidé ensemble. Ça va être directement mis en ligne et il va pouvoir rendre ce travail qui a été réalisé chez lui à une autre personne et peut-être avec d'autres fonctions, par exemple avec du foin qu'il a en trop cette année.
Parce que justement, il n'y a pas uniquement des annonces pour du matériel agricole, on l'évoquait, il y a aussi toute cette partie en fait travail en gros, c'est-à-dire que si jamais un agriculteur a besoin de quelqu'un temporairement sur une journée ou plusieurs jours, il peut aussi entre guillemets l'embaucher via l'application. Exactement, en fait AgriÉchange c'est un réseau d'agriculteurs et c'est réservé d'ailleurs que aux agriculteurs. L'avantage c'est qu'on a une main d'œuvre qui est experte puisqu'ils connaissent déjà le métier et ils vont pouvoir aller comme ça de ferme en ferme. Ça permet aussi de créer du lien et du réseau entre agriculteurs et une certaine résilience aussi sur le partage d'expériences. Ça a été lancé depuis 2018, pourquoi c'est quelque chose qui est manqué un peu dans le monde agricole? Alors aujourd'hui, l'entraide existe depuis 1945. Par contre, c'était souvent de la réciprocité, ce qui ne permettait pas toujours de pouvoir travailler ensemble. Le fait d'avoir cette application et la version numérique, ça permet aujourd'hui de démultiplier les choix et de trouver des nouvelles solutions. Alors quand on va sur l'application qui est disponible donc sur internet et puis sur son smartphone, comment c'est présenté, comment ça marche? Alors vous allez sur agriéchange.org, vous faites s'inscrire, on va vous demander du coup votre sirène agricole, ensuite vous vous laissez guider et automatiquement vous allez découvrir les petites annonces qui sont près de chez vous, les agriculteurs qui sont inscrits près de chez vous et vous allez du coup accéder à toutes les possibilités de besoins ou d'offres à proposer. Alors le service, je le disais, est lancé depuis 2018. Vous êtes en pleine phase de développement actuellement. Aujourd'hui, il y a combien d'agriculteurs qui utilisent occasionnellement, voire régulièrement, la plateforme? Alors aujourd'hui, on a 250 agriculteurs qui utilisent AgriÉchange. On a un peu plus de 1500 agriculteurs qui sont inscrits. Donc ça permet un joli maillage du coup au niveau national. Et alors justement, quelles sont un peu vos phases de développement pour les prochains mois, les prochaines années, pour essayer de faire grandir ce réseau AgriÉchange? Alors on a plusieurs possibilités pour des groupes d'agriculteurs qui voudraient entrer justement ensemble pour faciliter les comptes d'entraide, le suivi des comptes, mais aussi accéder à énormément de possibilités. Et on a lancé un défi étudiant pour toutes les écoles, lycées, MFR, agricoles de France, pour faire connaître autour d'eux effectivement. Et alors justement, AgriÉchange, est-ce que c'est gratuit, payant? Comment ça se passe? Alors AgriÉchange, l'application téléchargeable est gratuite, vous accédez à de nombreux services gratuits. Du moment où vous allez vouloir utiliser réellement la banque d'entraide ou la facturation, effectivement c'est un abonnement annuel qui peut se mensualiser à 44 par mois ou 489 € par an. On le sait, le monde agricole, ce n'était pas forcément avant un monde de services. Généralement, chaque agriculteur avait plutôt ses outils, ses engins, sa façon de travailler. Aujourd'hui, il y a un peu un changement de mentalité aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, effectivement, on est mis en concurrence avec des pays qui produisent plus, avec du matériel moins cher, de la main-d'œuvre moins chère et souvent moins de contraintes également. Et donc l'entraide, on trouvait que ça répondait vraiment à cette problématique-là et de pouvoir faire face finalement à ces augmentations de tarifs et même, on va dire, enjeux climatiques, puisqu'avec le changement climatique, on n'a pas toujours le bon outil qu'il faut et pas la capacité de le rentabiliser. Avec AgriÉchange, on peut faire ce choix-là. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Manu Méhoun de nous avoir présenté cette plateforme AgriÉchange qui est donc disponible sur Internet, mais aussi depuis le mois de mai sur toutes les plateformes de téléchargement pour les smartphones. Exactement, merci. Eh bien voilà pour le volet innovation. Merci beaucoup Manu Méo et merci à vous Cédric Bonnefoy avec En fonçant dans la cornemuse. Je vous dis que c'était vraiment pas mal de parler d'innovation. Voilà, c'est ça l'ambiance sur ce sommet de l'élevage. Nous sommes ensemble bien jusqu'à 12h30. Nous sommes dans le hall 3, nous sommes faciles à trouver. Plateau TV, nous sommes juste à côté des vaches et des taureaux de race limousine. On ressent quand même une certaine pression au niveau de ces races limousines, notamment vis-à-vis des éleveurs qui participent au concours national de race limousine, puisque c'est une race qui est mise à l'honneur tout au long de cette 32e édition. Alors, durant ces prochaines minutes, eh bien, nous allons tout d'abord nous intéresser à l'actualité en Auvergne, un journal qui sera suivi de l'invité du sommet, invité qui sera dans 8 minutes, Fabrice Pankouk, qui est le vice-président en charge de l'agriculture à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors surtout, restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
disais précédemment, énormément de monde dans les allées de ce sommet de l'élevage. C'est vrai que le matin, il est bien difficile d'arriver à cette manifestation. Disons qu'il faut se lever de bonne heure. Alors, depuis ce sommet de l'élevage, eh bien, nous vous retrouvons Adrien Barraud. Puisqu'il est midi, voici le journal. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les titres de ce journal, pas toujours facile de se faire entendre sur la durabilité, un thème qui a marqué hier la visite du ministre de l'Agriculture au sommet de l'élevage, Marc Fesneau. Reportage. Toujours au sommet hier, une trentaine d'entreprises ont lancé une convention des entreprises pour le climat. Et hier se tenait aussi le conseil départemental de l'Allier. Le département s'engage notamment dans la lutte contre l'électronisme. Durable, c'est le mot affiché en lettres capitales sur l'affiche 2023 du sommet de l'élevage. Reste à voir quelle définition on y met et surtout les objectifs à atteindre. Un défi de taille pour le ministre Marc Fesneau en visite hier au sommet. Reportage de Stéphane Marcelot. Moi je viens donc d'une zone boisée, donc honnêtement on a des prairies, on a des bois. Faut pas qu'on se laisse dire que l'élevage pollue. Piqué au vif, Henri, jeune éleveur de livradois forêt en bovin viande, est loin d'être le seul à contre-attaquer lorsqu'on évoque la notion de durabilité. Le chemin est pourtant encore long. En 2020, le monde de l'élevage représentait près de 70% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture française. On a besoin d'élevage, on a besoin d'éleveurs, on a besoin d'éleveurs et d'élevage pour nous nourrir, mais aussi pour tout le reste, y compris la transition. Ce message, le ministre de l'Agriculture l'a sans cesse rappelé hier, comme pour mieux rassurer une profession encore échaudée par un rapport de la Cour des comptes pour qui le cheptel bovin est trop important, sans suffisamment d'exigences en termes d'impact environnementaux. Alors, durabilité et production, est-ce compatible? Marc Fesneau. Il n'y a pas de généralité à faire sur le sujet, mais la productivité, c'est les pratiques agricoles, c'est la sélection pour les grandes cultures des semences. Et par la génétique, on a réussi à produire plus et c'est simplement de la génétique. Enfin, simplement. Je me retourne vers des producteurs. La génétique, c'est pas simple. Mais l'amélioration du cheptel, c'est ce qui a amélioré la productivité, c'est ce qu'on a fait sur le lait. La durabilité, c'est plus multicritères. Des critères déjà trop exigeants pour les uns, pas assez pour les autres, d'autant que la durabilité doit faire face à un autre enjeu, la souveraineté. Et les visites politiques, elles se poursuivent aujourd'hui à la Grande Halle de Cournon. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est présent ce matin dans les allées du Salon, tout comme la tête de liste pour les européennes pour le parti Reconquête, Marion Maréchal. Une visite qui dure sur toute la journée. Et la durabilité, il en était question avec le ministre de l'Agriculture, mais c'est aussi un sujet pour une trentaine d'entreprises du Massif central comme Pagès sous l'école de commerce de Clermont. Elles ont signé hier soir au sommet la Convention des entreprises pour le climat. Derrière se cache une association pour donner des clés afin de réussir sa transition écologique. Désormais, les choses vont s'accélérer. 6 formations des chefs d'entreprise en présentiel pour définir une feuille de route propre individuelle. Le but, donner un maximum de conseils. Fabien Marlin est l'un des copilotes de la Convention des entreprises pour le climat. Comme clé, en fait, nous, on les suit sur 3 niveaux. Le premier, c'est leur niveau d'information, c'est-à-dire quelle niveau de conscience ils ont vis-à-vis de ces enjeux climatiques, sociaux, économiques et tout ce qui va se passer, tout ce qui nous arrive aujourd'hui. À partir du moment où ils sont suffisamment informés, qu'ils sont conscients de tout ce qui va nous arriver, l'importance pour nous, c'est de leur donner des outils. Et que ces outils soient bien appropriés. Des outils sur la transformation des business models, des outils sur comprendre quel est mon impact sur la biodiversité, sur le climat, sur les ressources en eau, en énergie, enfin bref, sur l'ensemble des ressources. Et une fois qu'ils sont outillés, on estime que l'information plus les outils, ça doit leur permettre de monter très largement leur niveau d'engagement et donc leur vision et leur volonté de transformation. Et la première formation est prévue fin novembre. Accident mortel à Clermont ce matin. Un homme de 66 ans a été percuté avenue Berthelot aux environs de 5h30. Il a été percuté par un semi-remorque alors qu'il traversait la chaussée près du rond-point menant à Chamalières. Il est mort sur le coup ainsi que son chien qu'il promenait. Très choqué, le conducteur du véhicule et un témoin de la scène ont été pris en charge. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Le gouvernement a acté la dissolution de l'organisation catholique intégriste Civitas, une décision prise en Conseil des ministres ce matin. Elle fait suite à des propos antisémites tenus lors de l'université d'été du parti. Laudate Deum, c'est le titre du nouveau texte du pape François sur la question écologique et qui est publié aujourd'hui, ce mercredi. Il se veut être une actualisation de Laudato Si, sorti
en 2015 et qui appelait à sauvegarder la maison commune. Dans cette exhortation apostolique, le Saint-Père entend poser un regard sur ce qui s'est passé et dire ce qu'il faut faire à l'avenir. L'Allier vient d'être désigné comme département pilote d'une expérimentation appelée Territoire Zéro Électronisme. Elle s'adresse essentiellement aux personnes en recherche d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux jeunes suivis par les missions locales ou encore aux apprentis. Toutes ces personnes seront d'abord invitées à faire un bilan afin d'évaluer leur maîtrise des outils numériques avant d'entrer dans un accompagnement plus personnalisé. Écoutez les précisions de Claude Riboulet, il est le président du conseil départemental de l'Allier. On veut un accompagnement de bout en bout. Fourniture de matériel si les personnes n'en sont pas bénéficiaires et qui soit parfaitement adapté à la réalité de chacun. Pour certains, ça sera un ordinateur portable, pour d'autres une tablette, pour d'autres un smartphone, mais qui soit sur mesure. Accompagnement avec des partenaires sur l'abonnement et la connexion, parce que c'est bien beau de maîtriser l'outil, mais si on n'a pas de connexion, ça ne suffit pas. Et enfin, peut-être même un suivi type, excusez-moi de l'anglicisme, desk. On a la bécane ou le réseau qui plante, ça nous met de mauvaise humeur. Alors imaginez pour des personnes qui sont déjà très éloignées de l'outil informatique. Donc il faut qu'on facilite aussi leur vie pour que si jamais il y a un souci, il y ait une espèce d'assistance en ligne et une prise en main. Donc c'est ça notre cible. Potentiellement, c'est un peu plus de 20 000 personnes. Il y en a parmi ces 20 000 qui sont à l'aise, et tant mieux. Puis il y en a qui ne le sont pas. Donc aujourd'hui, cette ambition, c'est que l'Allier rentre dans cette volonté qu'il n'y ait plus de Bourbonnaises et de Bourbonnais qui soient dans l'électronisme, au moins pour la démarche d'emploi. Le dispositif devrait coûter environ 250 000 €, pris en charge à 80% par l'État. Et c'est peut-être la parade pour raccourcir le délai d'attente pour avoir ces papiers, une nocturne pour les faire. C'est l'initiative qui va être lancée par l'espace France Service de Quer. C'est en Haute-Loire lundi prochain. Une première dans le département. Une soirée pour faire carte d'identité ou passeport à l'occasion des Journées nationales France Service. La nocturne, elle se déroule donc lundi prochain. C'est de 18h à 21h. Suite de la Ligue des Champions ce soir en football. Après l'exploit de Lens contre les Anglais d'Arsenal hier soir, on en redemande. C'est au tour du Paris Saint-Germain d'affronter une équipe d'outre-Manche. Les hommes de Luis Enrique se rendent à Newcastle et le match débute à 21h. Allez, tout de suite, on fait le point sur la météo du jour. Voilé aujourd'hui sur l'Auvergne et le sommet de l'élevage, nos 4 départements sont concernés. Les températures, elles sont retombées de quelques degrés aujourd'hui. Il fait un peu plus frais. L'exemple à Montluçon, il fera maximum 21 degrés, 19 c'est du côté de Rion-Est-Montagne et au Puy-en-Velay, et 16 c'est à Saint-Ours-les-Roches. Et demain, ça devrait rester assez couvert, sauf pour le sud de l'Auvergne, notamment le sud Cantal, ainsi que la Haute-Loire, qui devrait voir un soleil un peu plus marqué, Laurent. Effectivement, Adrien, et vous savez que côté prévision météo sur la Grande Halle, j'aime bien regarder par la porte du hall numéro 3, il y a quelques nuages et puis des éclaircies. Et côté température, vous le disiez, ça se rafraîchit légèrement, mais qu'est-ce qu'on est bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le hall 3 sur le plateau TV où vient de prendre place Stéphane Marcelot. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, vous recevez le vice-président de région en charge de l'agriculture. Que peut apporter la région pour transformer, valoriser l'agriculture de demain? Eh bien, nous allons en parler effectivement durant une dizaine de minutes avec vous. Fabrice Pannecook, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Vous êtes le maire de Moutier en Savoie, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'agriculture. Vous accompagnez toute la journée ce mercredi le président Laurent Wauquiez à la rencontre des éleveurs. Alors le défi demain, on le sait, avec les crises mondiales successives, c'est la souveraineté des outils de production performants, mais en même temps adapter les exploitations au changement climatique. Alors que faites-vous pour résoudre cette double équation? Il y a évidemment beaucoup de choses qui sont engagées et que nous devons mettre en œuvre. Mais je crois que la première, c'est déjà de reconnaître la qualité du travail de nos agriculteurs en France et en Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. Ne pas le considérer, ne pas considérer que le premier geste pour la planète, c'est de consommer notre agriculture locale, serait un échec pour le reste des mesures. Ensuite, il y a les accompagnements, naturellement, que nous pouvons mettre en œuvre. Et du côté de la région, eh bien, il y a 2 grands dispositifs dans lesquels nous sommes engagés. Le premier, c'est le FEADER, c'est cet accompagnement avec les dispositifs européens sur lesquels nous venons accompagner avec nos fonds régionaux et sur lesquels nous entraînons avec nous aussi les collectivités, notamment les départements. L'autre pilier important de ces accompagnements, ce sont les plans de filière. Une vingtaine de filières sur notre région
pour chacune d'elles un plan. Est-ce qu'il y a des nouveaux plans qui ont été créés justement pour la période 2023 à 2027? Oui, on a des nouveaux plans. C'est l'exemple, par exemple, des chevreaux que nous avons signés pas plus tard que la semaine dernière, parce que cette filière-là, qui n'était pas suffisamment reconnue dans quelque chose de structuré, eh bien désormais a sa place avec ce plan. Et puis, derrière ces plans de filière, c'est un engagement financier, puisque c'est 17 millions d'euros par an que la région apporte à ces filières. La notion de filière, elle est très importante. Ça veut dire qu'on est capable de mettre autour de la table, de manière régulière, depuis la production jusqu'à les distributions de nos produits. Et ce qui fait le lien avec un autre dispositif sur lequel nous sommes très engagés, c'est Ma Région, c'est Terroir, c'est notre marque régionale. Ce sont des produits qui reçoivent un agrément de nos productions locales, qui reçoivent un agrément Ma Région, c'est Terroir. Ça veut dire c'est ici, c'est bien fait et ça reconnaît le travail, là aussi, de nos exploitants. Les plans de filière, vous avez des aides à la fois à l'installation des jeunes, des aides à l'achat de matériel aussi? Alors ça, on le retrouve sur la totalité de nos dispositifs avec le FEADER et avec les plans. Vous avez raison d'insister sur la notion d'installation à laquelle on ajoute souvent, nous, transmission, parce qu'en réalité, l'idée, c'est de pouvoir accompagner toutes nos exploitations qui existent aujourd'hui, leur donner des trajectoires d'avenir avec des jeunes qui arrivent derrière, qui, en s'installant, vont reprendre des exploitations existantes. On a une force qui caractérise notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une expression d'ailleurs de notre volonté politique d'accompagner l'agriculture, c'est que nous avons la plus importante dotation aux jeunes agriculteurs Alors ça, de France. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois. La question, c'est est-ce que ça marche? Puisque malheureusement, la courbe entre les départs et les jeunes qui arrivent sur le marché, cette courbe ne s'équilibre pas. Alors est-ce que ça marche? Est-ce qu'avec cette dotation jeunes agriculteurs élevée, vous arrivez à attirer? Oui, j'ai envie de dire ça marche même bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons été la première région de France à ouvrir le dispositif de la DJA le 4 janvier dernier. C'était un de nos engagements ici au sommet il y a tout juste un an. Nous avons tenu cet engagement. Le deuxième aspect, c'est que nous avons effectivement cette plus grosse DJA de France. C'est une moyenne de 40 000 € par dossier. Et tout ça se traduit par une belle dynamique. C'est-à-dire combien de jeunes se sont installés là sur l'année qui vient de s'écouler? Aujourd'hui, c'est plus de 500 dossiers que nous avons enregistrés ces derniers mois. L'année n'est pas terminée, on reçoit les dossiers au fil de l'eau, on a encore des comités de sélection qui vont se tenir d'ici la fin de cette année. Je rappelle que l'année dernière, nous étions à 987 dossiers de DJA. Ça veut dire une très grosse dynamique par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres régions. C'est évidemment la traduction du fait que nous avons sur nos territoires une agriculture qui est une agriculture de diversité, une agriculture qui est une agriculture de production. Et nous y sommes très attachés. La question de la souveraineté alimentaire que vous évoquiez tout à l'heure, elle est éminemment attachée à cette question-là. On installe des producteurs, on installe des jeunes qui ne sont pas ici pour faire de la représentation. On est ici avec des véritables objectifs de production. La souveraineté alimentaire, elle est directement attachée à cette question de la production. Les indicateurs qu'on a maintenant, après 9 mois de fonctionnement sur ce dispositif, c'est que ça fonctionne. Ça marche aussi parce que nous avons fait le choix dans notre région d'avoir une représentation dans chacun des départements. Ce n'est pas le cas partout. On a fait le choix ici de se dire il y a une politique régionale, il y a des règles régionales, et ces règles, on vient les décliner dans chacun de nos départements avec une représentation physique de notre service de l'agriculture dans chacun de ces départements. Alors les nouveaux agriculteurs qui s'installent, on sait, ils ont aussi besoin de place, de foncier. La loi zéro artificialisation des sols vise à réduire de moitié d'ici à 2031 la consommation d'espaces naturels et agricoles par rapport à la décennie précédente. Laurent Wauquiez, ces derniers jours, on le sait, ça a beaucoup fait parler, a décidé de sortir la région du dispositif. Est-ce que ce n'est pas un coup porté à la durabilité, mais aussi à l'installation? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui fait notre actualité autour de zéro artificialisation nette mérite d'être remis en contexte. D'abord, il y a cette loi, ZAN, qui vise effectivement à limiter l'artificialisation, mais qui dans le même temps est une loi qui impacte directement les territoires de la ruralité, qui eux se voient privés de leurs possibilités de développement. Et on sait que ce qui fait l'attractivité d'un territoire
y compris pour son agriculture, c'est qu'on puisse permettre un certain développement. Et donc, par essence, cette loi n'est pas qu'une bonne nouvelle pour les questions, pour les territoires ruraux et pour l'agriculture. Mais comment vous faites pour installer par exemple des maraîchers, on le sait, qui ont besoin de place autour des grandes villes? Mais il y a différentes démarches qui sont initiées aujourd'hui. D'abord, on a des partenaires avec qui nous travaillons. C'est le cas de la SAFER, par exemple. C'est le cas des chambres d'agriculture qui portent aussi des politiques volontaristes sur leur territoire. Et nous avons une réflexion de manière plus large, je dirais, qui est engagée autour de cette question du foncier. C'est un enjeu, comme l'eau en est un d'ailleurs également. Mais nous avons donc une démarche qui est engagée, qui est à remettre aussi en perspective des débats que nous avons eus dans le cadre de la loi d'orientation agricole, où la profession, les jeunes en particulier, ont pu dire comment eux appréhender les objectifs dans le temps sur cette question du foncier, et un changement de paradigme qui est très important et qu'il faut que nous ayons tous en tête parce que ça nous oblige à revoir la manière avec laquelle on pense le foncier, notamment sur le fait que le foncier est un outil et pas une dimension patrimoniale comme on a pu la connaître au cours des 50 dernières années. Vous parliez de la question de l'eau à l'instant, Fabrice Pankouk. On sait que ça va être un enjeu aussi, la question du stockage de l'eau, de l'utilisation de l'eau raisonnée pour les années à venir. Il y a des projets de méga-bassines sur le Puy-de-Dôme, mais également sur les autres départements auvergnats dans les mois à venir. Comment votre exécutif, comment la région va se positionner par rapport à ces projets de méga-bassines? D'abord, il faut se méfier du dogme dans cette affaire. Je crois qu'il faut qu'on ait un regard très pragmatique sur la question. Aujourd'hui, on a des événements climatiques sur lesquels on a des moments de pluviométrie qui sont plus importants, mais de manière ramassée dans l'année et pas forcément de manière linéaire. Et donc, la véritable solution, et elle est vraie à la fois pour la biodiversité et pour nos questions de production agricole, c'est de pouvoir penser stockage. Et je le dis volontairement avec un vocable qui n'est pas le même que le vôtre, parce que c'est cette notion de stockage qui est importante. Quand aujourd'hui les Français chez eux font des réserves d'eau, tout le monde applaudit. Eh bien, c'est simplement une question de volumétrie que de se dire que notre agriculture a besoin que nous soyons aussi en capacité de faire du stockage. Et donc, en fait, aujourd'hui, sur quels critères vous allez évaluer le fait que vous allez soutenir un projet ou pas? D'abord, il faut le regarder, non pas avec simplement une focale, mais il faut quelque chose de très élargi. Parce que ce qui se passe dans le Cantal n'est pas du tout la même approche que de ce qui peut se passer en Savoie. Ça, c'est d'abord, il faut savoir l'adapter en fonction des territoires. Ensuite, il faut aussi qu'on sache l'adapter en fonction des besoins qui sont eux-mêmes exprimés. Mais le principe même, c'est de se dire que les stockages sont indispensables et que donc il faut que nous puissions les considérer comme un outil de la manière avec laquelle on va être en capacité de produire demain. Et puis, il faut accepter, vous savez, il y a besoin d'avoir un discours qui soit cohérent. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans parler de l'eau. On ne peut pas parler non plus du fait que l'agriculture, on est au service du vivant. Qu'on parle du végétal, qu'on parle de l'animal, on est au service du vivant. Alors justement, et du vivant qui se passe d'eau, moi je n'en connais pas. Donc si on veut pouvoir continuer demain de produire, c'est ce qui nous est demandé, il faut que nous donnions les moyens de stocker de l'eau. Le vivant qui est aussi menacé par des risques sanitaires de plus en plus nombreux avec le dérèglement climatique. Hier, en visite ici, le ministre Marc Fesneau a annoncé l'apport de 20 millions d'euros sur cette question des risques sanitaires. Que fait la région sur ce terrain-là? Sur les questions sanitaires, il y a différents types d'interventions. D'abord, effectivement, vous avez raison de rappeler que nous sommes dans une actualité sanitaire qui est plus lourde que ce que nous avons pu connaître à d'autres époques. Comment est-ce qu'on y répond? Ces enjeux-là, ils sont pris en compte dans les approches que nous avons avec les filières et dans les dispositifs d'accompagnement que nous mettons en place. Et il faut les considérer dans les investissements que nous accompagnons. Le rôle de la région, ce n'est pas d'accompagner des aléas, comme on a pour habitude de les qualifier, c'est plutôt d'identifier quels sont ces événements auxquels on va être confronté, sans doute de manière plus aiguë dans le temps qui est devant nous, et face à ces enjeux plus aigus, eh bien de se dire quels sont les investissements que l'agriculture doit mettre en œuvre, et c'est là précisément où la région a le rôle qui doit être le sien, de se dire face à des outils productifs qui nécessitent des investissements, comment nous pouvons être aux côtés de notre agriculture.
Alors votre présence, Fabrice Pankouk, avec nous, c'est aussi l'occasion d'évoquer les aspects un petit peu plus logistiques liés à l'événement du sommet de l'élevage. Alors nous sommes ici à la Grande Halle d'Auvergne qui bénéficie depuis 2 ans maintenant de la réalisation d'une nouvelle halle supplémentaire de 10 000 m² financée pour moitié par la région. On sent que l'événement a besoin de pousser les murs encore aujourd'hui. Êtes-vous prêt à accompagner le sommet de l'élevage à la création d'une nouvelle halle ? Moi, je vous remercie de votre question parce qu'elle permet déjà de considérer les efforts qui ont été consentis ces dernières années et le rôle que la région a su, pu et voulu jouer dans cette affaire. On regarde le sommet de l'élevage et c'est l'occasion de saluer tout le travail qui est fait par Jacques Chazalet du succès que nous connaissons aujourd'hui. Ce travail, eh bien, nous le regardons avec énormément d'intérêt. Il y a quelques grands rendez-vous de l'agriculture en France. Le sommet se hisse parmi les plus grands succès, les plus grands rendez-vous internationaux de l'agriculture sur notre territoire national. Et donc, ce qui signifie que tout est fait pour vous aujourd'hui pour investir encore davantage. Et donc, évidemment, nous le regardons avec des échanges que nous avons au quotidien avec Jacques Chazalet et ses équipes, de la manière avec laquelle nous pouvons accompagner au mieux le développement du sommet. C'est des questions de pousser les murs, vous l'avez dit comme ça. Ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a aussi comment est-ce qu'on arrive au sommet, comment est-ce qu'on se stationne au sommet, comment est-ce qu'on organise une mobilité collective pour aller au sommet. Je salue d'ailleurs l'initiative du département du Puy-de-Dôme avec le bus des montagnes. Mais il faut qu'on élargisse tout ça. Et donc je ne voudrais pas qu'on résume l'action de la région en soutien au sommet au seul fait d'investissements supplémentaires pour pousser les murs. C'est évidemment une dynamique d'ensemble. Construire une halle supplémentaire sans avoir pensé la question de la mobilité, la question de l'arrivée au sommet et du stationnement serait une erreur. Nous le regardons sur la totalité. Merci à vous Fabrice Pankouk d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'agriculture et vous êtes présent ici toute cette semaine au sommet de l'élevage. Merci. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous, messieurs, et Stéphane. Vous avez mérité d'aller faire un petit tour dans les allées de ce sommet de l'élevage. Voilà, ainsi se referme ce direct depuis cette grande manifestation qui se tient donc jusqu'à vendredi au sein de cette grande halle d'Auvergne. Avant de se quitter, je voudrais remercier les équipes de TV Agri pour leur accueil, et particulièrement Jean-Paul Hébrard, et merci également aux techniciennes et techniciens. Merci à Vincent Revelard, toujours pour la réalisation technique. Tout au long de cette fin de semaine, eh bien, nous évoquerons également dans nos différents rendez-vous régionaux ce sommet de l'élevage à travers nos journaux, mais aussi à travers notamment demain à 12h12 de l'émission Un autre regard qui sera consacrée à l'association Solidarité Paysans. Et puis n'oubliez pas, eh bien, vendredi, entre 11h30 et midi, le club sera consacré également à l'élevage, à cette grande manifestation. Nous recevrons eh bien, des professionnels de la presse agricole. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Il est temps d'écouter Alan Védé avec ce titre Rayon d'or. Et puis, juste après ce titre, eh bien, vous retrouverez la chronique de la CAPEB 63 consacrée aux poêles à bois ou à granulés. Lesquels choisir? Eh bien, vous aurez peut-être une réponse dans 3 minutes. Bonne journée. Machines. Je m'appelle Clémence, je suis une élève en licence pro génétique en élevage à Limoges. Moi c'est Pauline, je suis également étudiante en licence pro audit et génétique d'élevage à Limoges. On est venu pour un projet d'anglais. C'est cool, et on voit des belles machines, découvertes. Apprentissage. Moi j'aime bien les aubracs. Moi j'aime bien les salaires. Moi je suis plutôt pour les limousines, comme ça. Notre métier, notre passion. Je pense que c'est très important et que c'est important pour la société de plus renouer avec l'élevage. Ça va évoluer, certes, peut-être plus en lien avec la période actuelle du changement climatique, tout ça. C'est nous, mais on est très peu de jeunes. Je pense qu'au fil du temps, avec l'amélioration des méthodes de travail, etc., la transmission va sûrement être plus facile.
Thomas Sylvain, je suis donc sur le sommet de l'élevage pour la sécurité, donc pour l'UDSP. Pierre Martinez, exploitant agricole. Je m'appelle Sébastien Amat, je suis producteur de Saint-Nectaire fermier. François, je fais partie de la confrérie des Chevaliers de la Saint-Verny. Les Chevaliers de la Saint-Verny est une association dont le but est de promouvoir les vins du Puy-de-Dôme. Je m'appelle Baptiste Mamet, je travaille pour Montbéliard d'Association. Ah bah c'est un magnifique événement. Vaches, moutons et puis restauration. Fête. C'est les bons gros tracteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une soirée des éleveurs en 2013. J'ai un très bon souvenir en 2013 lors du concours national de la race Montbéliard d'ici au sommet de l'élevage. Charolaise, la Ferrandaise. Je veux dire la Montbéliard au hasard. C'est le lait que je bois le matin, la viande que je mange à midi. Ça coule dans mes veines, quoi. On est essentiel, on l'a vu pendant le Covid. Compliqué avec les chasseresses, surtout pour les céréaliers. C'est un métier, je pense, en évolution constante. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Avoir l'ambition, quoi, jamais baisser les bras. Faut que tout le monde vienne s'installer dans nos fermes, parce que c'est le plus beau métier du monde. Merci la boîte à meux. I am Dr. Sajjad Ahmed Khan and I belong to Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa province of Peshawar. I am the Director Livestock and Dairy Development, Government of Khyber Pakhtunkhwa there. Somos de España, de Cantabria. Yo soy un ganadero de leche Holstein y vaca limosina. Soy Débora Dorenstein y soy partner de promoción del Sommet de l'Élevage. Soy Yael Lizárraga de Vilmahua. Represento al Sommet de l'Élevage en los países latinoamericanos. Je viens d'Algérie, je suis venu visiter le Sommet de l'Élevage. Fantastic. Grande. Professionnel. C'est la rencontre avec les éleveurs latino-américains. Agricoles, c'est le moment le plus émouvant. J'ai rencontré une amie à qui j'ai présenté à quelqu'un. Ils se sont mariés, quoi. 70% of the people in our country and all over the world has been related to the agriculture and livestock sector. So it is very much needed. Para mí representa mi vida. We are looking to way forward the collaboration between the French and Pakistan. We are going to make contact the farmer to farmer level. Yeah, we will do it. Agradezco a la boîte Mo. Merci la boîte Mo. Thank you. Shukran jazilan. Moi, je suis responsable produit pour la gamme récolte, élevage, pour le groupe Gverneland, qui est spécialisé dans l'agroéquipement. Moi, c'est Thomas, je suis éleveur au sommet. En ce moment, on prépare les animaux pour les concours. Hugo de Mortière, je suis exposant chez Classe, je suis apprenti au commerce. Je m'appelle Mathieu Rouillou, je suis apprenti vendeur chez Classe. Je m'appelle Marc Weber, j'habite en Suisse, près de Fribourg. Montrer nos chevaux suisses ici en France. Beaucoup de respect. Une bonne ambiance. Bonne humeur, phénoménale et énorme. Quand ça se passait dans Cournon à l'époque, petit salon, mais très convivial. Je dirais les repas du midi avec toute l'équipe. C'est la grande cantine souper des éleveurs. Étant normand, je veux dire une normande. La limousine, bien sûr. C'est le Franche-Montagne suisse. Déjà, c'est notre secteur d'activité, ça permet de connaître nos clients, puis même de les découvrir sous un autre angle. Une passion. Le monde agricole, c'est un monde à part et c'est vraiment une passion qui me tient à cœur. On est les premiers paliers pour nourrir le monde, les gens, etc. Il y aura de plus en plus, je pense, d'électrique. Ça va être dans l'automatisme, je pense. C'est de transmettre le savoir-faire en fait, à tout niveau, que ce soit du côté de l'éleveur, nous aussi côté constructeur de machinistes. Et ben merci la boîte à meux. Merci à la boîte à meux. Merci à la boîte à mots. Je m'appelle Laurent, j'ai participé à L'Amour est dans le pré il y a 3 ans, la saison 14. Une très belle émission, on est très bien entourés. Moi c'est Guillaume du Limousin parce qu'on est 2 Guillaume sur la saison de L'Amour est dans le pré. Nous sommes François Le Bourguignon et Catherine de la saison 14 de L'Amour est dans le pré et on est venu faire un petit tour comme on essaye de faire chaque année au sommet de l'élevage. Philippe et Evelyne, sauf de la saison 15. Evelyne, je viens de lui faire découvrir le sommet.
Ça augmente d'année en année. C'est vraiment le salon pour les éleveurs. Une superbe vitrine du monde de l'élevage et de l'agriculture. Ah, et moi je suis un peu chauvin. Le concours national Limousin il y a 2 ans. Moi les dates, enfin le temps passe tellement vite. Ouais, la rencontre de tout le monde, c'est fort en émotion. C'est peut-être d'avoir rencontré aussi tous nos amis de L'Amour est dans le pré. Ah, ça reste la charolaise. Les limousines. La Montbéliarde. La Montbéliarde. C'est d'entretenir tout le beau paysage de France qu'on a. Mes parents, ils ont toujours voulu que je fasse le métier qui me plaisait. J'ai envie de me lever le matin, d'avoir envie d'aller travailler. Moi, c'est une passion depuis tout gamin. C'est ma vie un peu. Je crois que c'est pas passé en fait. Le jour où j'annonce mon choix, donc je dois recevoir 17 600 poussins, je crois qu'ils sont oubliés un peu de filmer. En fait, on a bien mangé, on a bien bu l'apéro. Je suis Noémie de L'Amour est dans le pré, saison 17. Je suis venue voir les concours de vaches plutôt à viande et je suis venue retrouver aussi les copains de la saison. Je suis Guillaume de L'Amour est dans le pré. Je suis venu présenter la race de mes vaches que j'élève et également retrouver les copains de la saison de L'Amour est dans le pré. Alain Vermoulin, je suis agriculteur forcément. Je suis venu voir mes copains de l'ADP cette saison. Voilà. Moi je suis Agnès, je fais de la bière dans le 54 en Meurthe-et-Moselle. On est venu rencontrer d'autres candidats de L'Amour est dans le pré. Familial, convivial, super sympa. Du coup, ça fait 4, mais... Alors, bruit, monde, sourire. Fort sympathique, convivial, des gens passionnés par l'élevage. Pour moi, c'est la fête des 30 ans l'année dernière dans le Zénith. Je crois que ça a été un des moments les plus poignants de tout ce que j'ai vécu ici. Je crois que ça va être aujourd'hui, hein. Nous, c'est la charolaise et la Montbéliarde. Ma race préférée, c'est facile, c'est les Highlands, je les ai au cœur. La Primolstein. Ferrandenne. C'est simple, hein, c'est ce qui nous nourrit tous. On n'a pas besoin d'une énorme maison, d'une grosse voiture. Par contre, on aura toujours besoin de manger. Un point commun entre les Highlands et Karine Le Marchand, je crois que ce serait leur regard qui est doux et tendre. Je m'appelle Maëva, je travaille pour l'agence de communication qui accompagne le sommet de l'élevage. Je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans, je travaille chez Qui Plus Est pour l'agence. Moi je m'appelle Grange Clément, alors je suis venu par tradition familiale. Je m'appelle Susan Brigaud et j'ai été élue Mademoiselle Auvergne 2022. Je m'appelle Clémentine, je travaille dans les énergies renouvelables. Voilà, il y a beaucoup d'exposants ici, c'est pour voir un peu les acteurs de la filière. Moi je suis Bernie Barge, j'avais soif. Grosse ambiance, Aligot c'est vrai. Chaussures sales. Avec mes collègues, on se surnomme Mamelle. Être monté dans les tracteurs, c'était quand même très haut. Je dirais les Holstein. Les Holstein. La charolaise. L'Aubrac. Moi qui suis fils d'agriculteur, c'est vrai que c'est toute mon enfance. C'est pas ma vie, mais c'est mes études. Je la vois française déjà, et plus petite. Je pense que ça va rediminuer, toutes les productions vont se désintensifier, et plus performantes, je pense, plus de qualité. Avec des labels, des zones protégées, etc. Si les futures générations sont vraiment à fond foncées, il ne faut pas hésiter. Il faut au moins 5 ans pour préparer sa transmission, c'est super important d'en parler. Merci bien la boîte à meux. Alexis Barnabé, je suis exposant, je suis développeur de projets agrivoltaïques. Jérôme Bonnet, je viens du Cantal, je suis éleveur laitier. Sur le salon, j'expose une vache de race Primolstein. Christophe Dursap, je suis éleveur Montbéliard en Haute-Loire. Je présente 4 vaches. Oui, pour le concours Montbéliard. Ouais. Alban Calmejane, représentant chez John Deere. Donc je suis exposant, je présente une nouvelle innovation chez John Deere. Coloré. Un site toujours aussi splendide pour l'accueil du grand public. Je sais pas si c'est bon pour vous, mais les embouteillages. C'est quand j'étais petit que je venais voir les nouveautés. L'an dernier, j'ai fait un premier prix de section, donc voilà. Brebis d'Écosse du Lot, mais très jolie avec ses petits yeux noirs. La Montbéliarde. Primolstein, brune. C'est 2 choses complémentaires. Moi, je suis passionné d'élevage. Ça représente beaucoup pour moi. C'est un peu dans mon métier maintenant. Puis bon, c'est dans la vie de tous les jours, dans nos assiettes. Je
Je le vois déjà agrivoltaïque. Je pense que c'est vraiment une voie qui permettra de pérenniser les exploitations agricoles. Je le vois jeune forcément, je le vois plus valorisé, mieux rémunérateur. Il faut que ça parle, il faut que ça soit sexy quoi. On ne veut plus uniquement travailler pour gagner sa vie, mais aussi pour être satisfait au quotidien de ce qu'on fait. Il faut que les jeunes soient motivés à faire ce métier, puis croire à l'avenir, ouais. Et merci à la boîte à meux. Merci la boîte à meux. Marc Chaumet. Au sommet, on s'occupe de la partie communication. Je m'appelle Emma Chanet, je suis exposante chez Copex Montbéliard. Je suis un ancien exploitant, on est de la Franche-Comté. Je m'appelle Michel et je suis éleveur de brebis. Je m'appelle Sophie, je viens de la Marne. Je suis en tant que visiteur. Michel, mes parents étaient agriculteurs, ça m'a toujours plu. Convivialité. Demain, L'élevage, c'est les paysages aussi. Des gens charmants. La grandeur. le souvenir le plus génial, c'est d'ouvrir le sommet en pleine nuit. Ça, c'est le meilleur souvenir. Je pense que ça doit être la soirée des éleveurs l'an dernier. Bah, la Montbéliard, bien sûr. C'est la Montbéliard que je préfère le plus. La Brune des Alpes. Déjà, c'est mon cœur de métier, ma passion et la passion de tous les exposants qui sont ici cette semaine. C'est le plus beau métier du monde. Je pense qu'il n'est pas assez reconnu. C'est la base de la société, elle nourrit et elle fait l'économie aussi. C'est des bonnes valeurs. La dureté du travail. Moi, je suis plutôt optimiste parce qu'aujourd'hui, les acteurs ils sont davantage mobilisés. Ça reste quand même un domaine passion. C'est un réveil citoyen pour consommer des produits de qualité. Vos emplettes sont vos emplois aussi et vos paysages. Il va falloir donner envie aux jeunes de travailler. Il faut aussi que les jeunes éleveurs ils puissent avoir des conditions d'accessibilité. Je suis éleveur de brebis.
1, 2, 3, 4. 4 jours, c'est la durée du sommet de l'élevage. Pour en profiter un maximum, retrouvez notre application MySommet, gratuite et indispensable pour programmer et optimiser votre visite. Vous retrouverez tous les exposants et leur emplacement, ainsi que vos offres commerciales. Mais aussi votre agenda et tous les temps forts du salon. Et surtout, vous pourrez vous connecter en un flash avec les autres professionnels du salon. En bonus, une application 2 en 1. Retrouvez le comptoir des éleveurs pour prolonger l'expérience du sommet de l'élevage toute l'année grâce à des contenus exclusifs. Accédez à l'essentiel de l'actualité agricole, échanger avec tous les acteurs du secteur, créer des opportunités professionnelles et briser les clichés de nos métiers. Téléchargez dès maintenant l'application MySommet sur App Store et Google Play. Le sommet de l'élevage présente le comptoir des éleveurs. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est comme le sommet de l'élevage, mais 365 jours par an. Votre premier média digital totalement gratuit dédié au métier de l'élevage. Du contenu AOP affiné sur mesure. Vidéos, interviews, podcasts, actualités, services. Accédez à l'essentiel de l'actualité agricole. Échangez avec tous les acteurs du secteur. Créez des opportunités professionnelles. Et dépoussiérer les clichés sur nos métiers. Parce qu'il est temps que notre secteur prenne le contrôle de son image. Alors partageons nos réussites. Partageons nos enjeux. Partageons nos innovations. Et toutes nos démarches en faveur d'un élevage plus durable et responsable. Rendez-vous sur notre site ou téléchargez l'application MySommet et rejoignez-nous dès maintenant. Alexis donc on voulait prendre de vos nouvelles. Eh bien on vous en remercie. Bon bah merci Alexis. C'est pas Alexis. Je viens d'arriver à Paris-Bercy, maintenant direction le salon de l'agriculture. C'est parti. Où sont les têtes connues du sommet de l'élevage? J'en ai aucune idée. Bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve au sommet en octobre. Bien sûr, bah évidemment, ouais, évidemment. Ouais, faut que j'aille prendre la photo. Je reviens, on se reparle après. Et je fais une dédicace à mes amis du sommet de l'élevage, donc Victor Berton, Caroline Beuvillard, voilà, tous ces amis-là. Et puis Benoît Delalloy, évidemment, voilà. Et on vous compte parmi les DJ du sommet. Ah ouais, on va mettre le feu. Hein. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Le salon de l'agriculture comme le sommet de l'élevage, c'est 2 temps très forts pour l'agriculture et c'est vrai que Réussir, c'est le partenaire de tous les agriculteurs, hein, les éleveurs au sommet de l'élevage. Monsieur, vous faites le tour? Super. En un seul mot, pour vous, qu'est-ce que représente l'agriculture aujourd'hui? C'est l'avenir. C'est tout, c'est l'essentiel, c'est essentiel. L'agriculture, je crois que c'est la diversité. Dites-moi, qu'est-ce que vous préparez ici? On prépare une truffade. Pourquoi pas, on peut goûter? Allez. Par la remorque qui cache un chef en train de préparer des burgers au Cantal. Et ça sent super bon par ici. Wouh, les merveilles. On est à la recherche de Jacques Chazalet. Vous savez où il est? Je m'occupe de la partie élevage du SIA, donc du salon de l'agriculture, et notamment ici du Holland. Voilà pourquoi vous m'avez trouvé là. On se donne rendez-vous au sommet du coup. 6-7 octobre. Coucou mes petits cochons, vous avez pas trouvé Victor Bertrand? Bonjour Victor, ça va comment depuis le sommet? Très bien, en forme. On se retrouve tous au SIA et on sera encore plus content quand on se retrouvera au sommet en octobre. On a commencé ce sommet de l'élevage où pas beaucoup de gens y croyaient. Regardez aujourd'hui où on en est, quoi. Hein. Généralement, dans les brasseries artisanales, on est plutôt porté sur la bière. Et ben c'est parti pour une petite blonde alors. Allez. Bonjour Monsieur le Premier ministre, vous allez bien? Oui, vous. Monsieur le ministre, pardon.
on est devant le ministère de l'Agriculture. On essaye de s'inviter à la conférence de presse du sommet de l'élevage. C'est pas moi qui gère les entrées là, mais parce que vous étiez bien dessus, non? Il faut venir écouter tout ce qu'on a à vous dire sur l'édition 2022 et sur le pays à l'honneur, la Mongolie. Victor, excuse-nous, on peut pas rentrer à la conférence de presse. Est-ce que tu peux nous faire rentrer ou pas? Ouais, on va trouver des moyens, j'ai 3 pièces d'identité. Et Benoît, coucou, comment ça va? Bien, très bien. Très content d'être là. En plus, il fait beau, on est dans un endroit magnifique, donc tout va bien. On peut prendre des invitations ou pas? Non, on ne prend pas d'invitation, non, tout est comptabilisé, on fait pas n'importe quoi avec les invitations du sommet. Vous croyez qu'on peut vous suivre du coup? Sur YouTube, du terre-terre au terroir. Et là, on peut vous suivre pour monter en salle de conférence de presse? Bien sûr. Évoquer également des sujets qui sont les sujets phares de cette année. On est en direct. Bonjour Caroline, ça va? Tout se passe bien pour toi? Bonjour, ça va. Ça s'est très bien passé. On a fait une belle conférence de presse. On est bon. La Mongolie, c'est un grand pays d'élevage, un secteur économique plus durable, plus résilient, plus performant. Et pardon, on mange pas de bon par ici? Alors du tartare de crabe. Il n'y a pas de yak du coup dedans? Non, il n'y a pas de yak. Sanvano, Mininir Mathilde. C'est-à-dire que bonjour, je m'appelle Mathilde. Vous avez déjà dormi dans une yourte? Oui, bien sûr, moi je suis mongole, donc j'ai déjà dormi dans la yourte. Si vous aviez déjà mangé du yak? Comment? Si vous aviez déjà mangé du yak? Du yaki? Du yak. Du yaki, c'est quoi? Non. Du yak. Oui. 10月の畜産サミットで会おうぜ. الموعد في السومي de l'élevage en octobre. Just get over on the 4th to the 7th of October 2022 to the 31st edition of the Summit d'élevage. За тэгээд 2022 оны Clermont-Ferrand оны Малачруу үзэсгэлэнд уулзцаая. Évidemment, je serais heureux de me rendre à Cournon d'Auvergne pour ce sommet de l'élevage qui est un moment important pour l'élevage, puis un moment de dialogue important de l'élevage avec la société, avec le ministre, avec toutes les organisations. Puis c'est un moment international aussi. Donc évidemment, rendez-vous en octobre. Non, je ne l'ai pas vu. Et vous voulez les chercher avec nous? Allez, c'est un plaisir. C'est que le sommes. Vous les avez vus? On les recherche. C'est qui? Vous pouvez nous en dire plus? C'est un éleveur de l'Allier. C'est vous? C'est pas moi, c'est mon beau-frère, mais oui, c'est ma vache. On peut les retrouver où? Eh ben, ils viendront pas sur le salon. Non. Taxi, s'il vous plaît, taxi. On est arrivé à Sauvagny. On espère vraiment les trouver ici avec Martinique. Bonjour monsieur. On recherche ces personnes. Ah ouais. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils sont? Ils sont à côté, non? On va s'approcher, on va voir si on trouve quelqu'un, mais je vois des charolaises, alors je pense que... Mais oui, c'est ça. C'est bien Laurent et Maxence. Bonjour Laurent, bonjour Maxence. On vous a cherché pendant un petit moment et c'est Martinique. Et Martinique qui est accompagnée. Petite femelle qui est du 4 avril, là. T'es belle. Ça te dit aussi de reprendre l'exploitation avec... J'aimerais bien reprendre l'exploitation. Comme depuis tout petit je suis là, ça m'a donné envie de refaire comme mes parents. Donc on va descendre dans le bas de la parcelle, mais attention aux bouses. Hein. Il faut mettre le pied gauche dans la bouse et ça porte bonheur. Déjà donc la mère de Martinique, Égypte, c'était une vache qui avait été reconnue sur tous les concours. Donc aujourd'hui Martinique et là c'est 2 filles à Cournon. C'est une belle histoire de famille et de transmission aussi. Là. Ouistitu, Martinique. Mais regarde, je viens de tomber sur le profil de Louis, l'Auvergnat 63. Non mais elles sont trop bien ces vidéos. Faut absolument qu'on aille le rencontrer hein. C'est parti, direction chez Louis. On vient d'arriver. Pour l'instant il n'y a que des poules. C'est des dindons. Peut-être que c'est ici. Ah mais c'est Louis. On fait du stop tracteur. Salut Louis. Ça va et toi? Ça va. On peut monter? On doit trouver sur TikTok et là on était là, faut absolument qu'on fasse des vidéos avec Louis, qu'on soit aussi les rois de TikTok. Pas non plus un héros, mais un agriculteur passionné qui fait des vidéos. Tu nous fais faire un petit tour?
Y'a pas de souci. Booz est dans le tracteur. Là, on est sur l'exploitation de mon papa. Et moi, d'ici un an et demi, je m'installe à côté pour aider mon père. On prend une autostoppeuse. Bienvenue à bord. Tu connaissais Louis? Ouais, je connaissais Louis, ouais. Vous pouvez me ramener là? C'est juste là. Salut Manon. Accroche-toi. Non, 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 non. What? Ah ben, c'est sportif le petit tour en tracteur. C'est une belle histoire de famille, hein. Pour moi, ça c'est mieux qu'un héritage de ce métier. Comme ça, on me donne vraiment un savoir-faire. Alors on a Max. Salut Max. Coucou Max. Loli. Loli. Salut Loli. Et là, on c'est a... Libertine. Libertine. Libertine, on ira au sommet tous les deux. Regarde, viens voir avec la caméra. On le voit là, par les bottes de foin. Donc Max a fait ses chiots ici. Coucou Black. Black Booz. Black Booz. Bébé, trop mignon. Oh. Allez, viens Loli, on va sur le podium. Viens, on va à Cournon là. Allez, direction Cournon, c'est parti. Donc, on est venu ici, on t'a retrouvé. On est trop contents quoi. Quel est le défi? Tu vas monter sur le rondin là et tu vas sauter dans bien fraîche, à pieds joints. Challenge accepté. Allez, hein. c'est parti. Il n'y a pas Denis Brognard qui est là. Il n'en restera qu'un. RIP les bottes. Là, 2, 3. Je peux plus bouger. Attends, mais je vais laisser la botte pour de vrai. Non. Est-ce que je peux, moi, quand tu viens au sommet? Alors là, pas de soucis. Bon, allez. Faut que je trouve le son. Un son avec des bouses. Non. T'as combien de follow sur TikTok? Alors, à l'heure actuelle, on est à 130 400 abonnés. Waouh. C'est de la bouse, ça t'a fait le Ah buzz. oui. Là, comme on dit, t'as percé. Jambe droite. Et voilà. Check-moi ça, Marie. Là, c'est bon, on est au top, hein. Non, non, au top du top. On se revoit où? Au sommet de l'élevage. Bien sûr. Première semaine d'octobre. On vous attend nombreux. Je vous emmène en terre inconnue, en Mongolie, sur les hautes steppes. Ah, bah non, on n'est pas en Mongolie là. Des belles petites vaches. On a les premiers visiteurs. Coucou, vous venez d'où? Bonjour. Mel. De Mel. Moi, c'est putain. On a des jeunes qui sont déjà au travail. Là, il est 8h30, ça commence. Bonjour. C'est où elle est, l'égérie Martinique? Là-bas. Excusez-moi, elle est où Martinique? Martinique, elle est sur le ring. Un petit coucou pour Booz. On va demander un petit coucou. Monsieur le ministre, si vous aviez à noter Martinique sur 10. Il me semble qu'elle mériterait un 10 et son veau, il mérite peut-être même un peu plus encore. C'est de la bouse de Martinique en plus, hein. C'est de la bouse qualité plus. Regarde qui c'est qu'on voit là-bas, tu vois qui c'est qu'on voit? Il y a déjà Louis et Perrine qui sont en train de boire de la bière, s'il te plaît. Salut, santé. On fait la famille Canard. Je suis devant, vous me suivez. Attention à la marche, il y a une marche. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des petits tracteurs qu'on peut essayer On va aller voir si on peut monter dans les vrais. Oh les asticots. On peut essayer de monter. Bon allez, on monte. Ah, c'est trop bien. Regarde le siège, il rebondit et tout. Et coucou. Et après on ira manger, hein. Coucou. Les bouzes. Ça y est, les bouzes arrivent. C'est le buzz. Et comment on dit bon appétit en mongol? Bon bah voilà, on finit sur des belles bouzes ce premier épisode. On se redonne rendez-vous demain. À demain. Vous êtes italien? Non, vous êtes irlandais. Je suis désolé, je suis irlandais. Ah oui, irlandais, Voilà. oui, on a Donc, compris. je suis Ben, Malou. Omi. Cowdon. Bon, c'est parti maintenant, on sait dire bouse dans toutes les langues. On va aller voir à la tauromachie. Les cow-boys s'entraînent à la puissance 7. Je vais me faire expulser. Je suis pas tombée. Mais on va aller voir des oies. On n'a pas eu les oies, mais là on a les moutons. Mais. Bonjour. Vous avez trop fait la fête? Non. Déjà, premier jour et ça y est? 3e jour. Mais elle a des vraies belles mamelles, hein. Elle a fait meilleure Mamelles. Sous la musique et sous vos applaudissements. Merci.
Du sommet par les jeunes agriculteurs Aura. Et juste avant, au stand Dutzfar, regardez, il y a un before, 18h30, 20h. Et ensuite, on va direction le Zénith de 20h à 1h avec DJ Julien Acassat. C'est parti, on y va. Nut, nut, nut. Est-ce que notre micro, il peut essayer votre chapeau ou pas? Mais bien sûr. On fait pas à taille micro. On n'est pas auvergnat. Hein. Vous nous conseillez quoi? L'héritage, c'est une fabrication française. Mon père était cantalou, le béret, on aurait dit qu'il dormait avec. Hein. Ah oui, oui, ça, c'est le laboureur. Ça, c'est la Fashion Week, là. On fera un petit défilé alors après, non? Exactement. Oui, mais c'est dans le but, c'est dans la... Oui, exactement. Bonjour. On aimerait gagner à la roulette. On veut gagner des millions. Sans patate, trop bien. Regardez, hop, le petit stylo et le petit gobelet innovant. Bonne visite, merci. On a un petit cadeau pour toi. On a gagné ça. Du coup, on a dit, bon, on va te l'offrir. Merci. Et on revient tout à l'heure. Eh ben, y a pas de si, on vous attend. Allez, pour une truffade. Oh, trop beau. Trop bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. On se retrouve demain. On vous souhaite une bonne journée sur Sommet.